Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur spécialiste de l'endurance, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'hésite, je sais pas si on va mettre une Marseillaise en fond ou pas pour commencer. Ah si, allez, Marseillaise mesdames et messieurs. Est-ce qu'elle est libre de droit? Je sais pas, on verra, ça sera Ah au montage. mince, ça c'est pour le montage effectivement. En tout cas, allons enfants de la patrie. Voilà, c'est important de le dire parce que pour ce 78e numéro de notre podcast, on va revenir sur une épreuve de Fuji qui a été mémorable, qui a été historique et qui nous a donné des frissons puisque oui, la France, mesdames et messieurs, a triomphé dans cette avant-dernière manche de la saison 2025 du championnat du monde d'endurance de la FIA et ça a été une course vraiment très très disputée. Alors comme vous le savez dans l'Endurance Club, on va essayer de vous donner des chiffres, des petites infos insolites, des statistiques qui vont vous permettre de mieux connaître le monde d'endurance qui nous fait tous tant vibrer et notamment ce week-end où on a bien vibré effectivement à Fuji pour cette 100e course de l'histoire du WEC. On va faire le bilan dans un premier temps. On va vous donner des infos et des stats justement sur ces 6 heures de Fuji. Et puis le point au championnat avant la finale de Bahreïn où rien n'est joué, que ce soit d'ailleurs en hypercar ou en LMGT3. Les deux catégories vont être évoquées, oui, dans cet épisode de l'Endurance Club. On va évidemment parler de nos actus respectifs. C'est quoi ton actu? Donc la fameuse rubrique. Et puis la top question de plus en plus plébiscitée et populaire, mon cher Geoffroy. La top question de la semaine. On a hâte de vous la donner, de vous la divulguer justement à l'issue d'une épreuve, d'un week-end incroyable justement, la 100e course de l'histoire. Je crois qu'on s'en souviendra. Est-ce que tu pourrais aller jusqu'à dire, Geoffroy, que c'est la plus belle course de l'ère hypercar depuis 2023 parce qu'on a vibré et qu'il y a eu énormément de voitures qui pouvaient se battre pour la victoire. Est-ce que j'exagère si je dis que c'est la plus belle course ou l'une des plus belles courses de l'histoire du WEC récente? C'est clairement une des plus belles courses. Moi j'ai pas mal de bons souvenirs des 24 heures du Mans 2023, mais parce que c'était la première confrontation avec autant d'hypercars, le centenaire. Le vendredi, il y avait toutes les célébrations avec les voitures qui ont gagné et qui ont participé aux 24 heures du Mans. Le Mans 2023 reste pour moi sans doute le meilleur événement, tu vois, au global. Alors l'événement, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, il y a eu beaucoup de safety cars, c'était un petit peu compliqué. C'est vrai. Voilà. Mais bon, j'aimais bien. J'ai bien aimé cette année Le Mans. Je pense que je vais me faire des ennemis, mais ouais, au final, ça va. Je trouve que c'était quand même une course pas si mal. Bon, alors, je sais pas. Moi, celle-là, c'était pas dans mes tops, si tu veux. Non, mais pas forcément dans le top. Non, mais après, dans le top, c'est compliqué parce que. Bahreïn 2024. Moi, j'ai bien aimé avec l'enjeu du titre entre Porsche et Toyota. Tu vois, je trouvais qu'il y avait de la tension. Okay. Et j'avais bien aimé aussi Imola 2024 avec cette stratégie pneumatique, la pluie qui piège Ferrari. J'avais trouvé que c'était pas si mal. J'aime toujours aussi les manches de Spa-Francorchamps. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, il y a ça. Spa 2024. Ouais. Mais en tout cas, c'était pas mal. En tout cas, celle-ci, elle a un truc différent. Déjà, le vainqueur, qui est quand même relativement rare, Alpine. Alors, c'est pas leur première victoire en WEC, mais bon. Non, c'est la 3e. C'est la 3e, mais c'est la première vraie victoire, je trouve, moi, parce que à l'époque, tu vois, avec la rébellion LMP1 devenue hypercar par la force des choses, et avec une BOP, c'était un peu crado, je trouvais. C'était vraiment pas une super époque comparée à celle que l'on vit aujourd'hui. Là, clairement, c'était une victoire très différente, en tout cas avec une saveur très différente, je trouve. Oui. Célébrer et à la comme stratégie. Voilà, c'est ça. Célébrer comme s'ils avaient jamais. Enfin, moi, tu vois, je te l'avais dit tout à l'heure avant qu'on enregistre, mais moi, j'étais donc devant ma télé en train de regarder la course, et quand Alpine gagne, moi, dans ma tête, la dernière victoire française dans une manche comme ça, c'était pas en WEC, c'était en ILMC, c'était Peugeot en 2011, tu vois. J'avais complètement occulté ces victoires alpines parce que, comme je te dis, à l'époque, je pense que je matais vraiment pas les courses du tout, et elles avaient une victoire un peu, elles avaient un goût un peu différent. Là, très différent, et comme tu le dis, à la au pilotage, à la chance, mais aussi à la stratégie, quoi. Victoire ultra complète, en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord et en plus ça ne fait qu'ajouter à nos statistiques où on voit que comme l'année dernière on a un 6e vainqueur différent dans une seule saison. C'était un record l'année dernière, record égalé. On peut aller jusqu'à 7 vainqueurs si Toyota réussit à se réveiller à Bahreïn en 8 courses, ce qui serait vraiment signe aussi que on a des saisons qui sont ultra disputées et que cet équilibrage des performances est finalement quelque chose aussi qui peut fonctionner, qui peut redistribuer les cartes. Alors on a eu On a eu 6 vainqueurs différents cette année? Non.
Ouais, Ferrari 50, Ferrari 83, Ah la oui. Ferrari 51 à deux Ah reprises, oui. la Cadillac 12, la Porsche numéro 6 et l'Alpine numéro 35. Oui, d'accord, tu comptes tes Ferrari comme... Oui, d'accord. Oui, moi Ah je bah j'ai pensais pas dit 6 constructeur. constructeurs. Oui, 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 Ah bah d'accord, non. d'accord, pardon. Ah bah Mais l'année en... dernière c'est pareil. On a eu la Porsche numéro 6 à deux reprises, la Toyota numéro 8 à deux reprises, la Toyota numéro 7, la Cadillac numéro 12, la Ferrari 50 et la Ferrari 83. Ce qui est assez marrant quand même, c'est que, tu vois, la dernière émission qu'on a enregistrée, et même depuis Le Mans, on parle beaucoup tous les deux de la BOP, elle est fumée, euh, elle est pas bonne, c'est le problème. Je sais que dans des émissions concurrentes, on n'est pas concurrents, mais enfin dans d'autres podcasts qui parlent d'endurance que j'écoute aussi, c'est un des sujets centraux aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'endurance, la BOP, machin, etc. Et enfin, bref, c'est un débat, c'est un sujet, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Des confrères que je connais d'Auto Hebdo, par exemple, d'autres médias, etc. C'est le genre de sujet dont on parle beaucoup en coulisses ou pas que. Enfin voilà. Et au final, on se dirige vers une saison où, comme tu le dis, on va quand même avoir un nombre de vainqueurs différents qui fait que finalement la BOP fait plutôt bien son boulot. Si tu regardes les résultats bruts, on a 6 vainqueurs différents en 7 courses disputées pour l'instant. En fait, c'est cohérent par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre d'un championnat qui est régi par une BOP. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Alors que pourtant, on la critique. Enfin, la fin de saison est en train de prendre une tournure qui rééquilibre un peu les choses, quoi. Oui, je pense que le problème, si tu veux, ça a été une domination quand même assez Ah bah oui, les 3 premières criante courses. de Ferrari en début de saison. Et donc Ouais, forcément, bah, ouais. eux, ce sont les premiers à être un petit peu sanctionnés. On les a pas vus au Brésil, parce qu'ils ont terminé à 3 tours, mesdames et messieurs. Fallait que je le refasse, hein, évidemment. Et là, ils étaient nulle part également à Fuji. On le comprend, hein, ils n'avaient pas de vitesse de pointe. Sur un circuit où il y a une ligne droite d'1,5 km et demi, évidemment que ça peut avoir des conséquences, mais j'allais dire, tant pis pour eux. Alors c'est triste à dire parce que c'est pas vraiment le sport dans lequel Non. on a bercé quand on était plus jeune. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des victoires Ferrari tout le temps parce que la voiture est mieux née, ou est-ce qu'on veut justement, est-ce qu'on a des vainqueurs différents, des courses qui sont quand même disputées? Là, on avait vraiment, on l'a vu hein, dans la physionomie, des voitures qui pouvaient se défendre sur les parties un peu plus sinueuses, et puis d'autres qui avaient l'avantage. Je vais citer Aston Martin, je vais citer évidemment Peugeot Bien sûr. sur la ligne droite. Bah, ils avaient un large avantage et donc il pouvait prendre un petit peu de respiration, quoi. Ben, on en a parlé, le tracé de Fuji, moi je l'adore parce qu'il a. C'est le circuit un peu complet, quoi. Avec du sinueux et avec, comme tu dis, une très grande ligne droite qui permet de mettre en avant évidemment la vitesse de pointe, mais c'est pas que ça. Tous les circuits qui ont des grandes lignes droites, je pense aux 24 heures du Mans évidemment, je pense au circuit Paul Ricard, le Nürburgring aussi en version Nordschleife. À chaque fois, la ligne droite est aussi conditionnée par le virage qui arrive juste avant. Et là, en l'occurrence, la C'est vrai. sortie, vraiment, le dernier segment, quand il est bien enchaîné, on a vu, en fin de course, la Peugeot a résisté à la Porsche Oui, au retour de Vantore parce qu'il y a cet avantage de vitesse, mais Vantore, il donnait tout. Et il y a quand même des moments où il était relativement proche avec une voiture qui concédait quelques kilomètres heure en ligne droite. Enfin, ça montre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y avait quand même cette notion de l'importance du pilotage. C'est ça que j'aime bien. Le circuit met bien ça en avant. En gros, l'écart de vitesse de pointe, il y avait quoi? Il y avait, je crois que c'est 4 à 5 km heure d'écart. Les Peugeot étaient clairement les plus rapides, hein. Ça a tapé du 318, quasiment 320 km heure en course. Et là où les Porsche Aston ont était pas mal. plafonné à 314, 315, tu vois. Donc Ouais, ouais, bien sûr. il y a ça, il y a cet écart 4-5 km heure qui peut paraître ridicule quand on est au-dessus de 300, mais qui finalement bah, fait une diff. Et moi, dans ma tête, quand tu vois une Porsche qui est derrière une Peugeot, tu te dis, bah, la Porsche va passer, parce qu'on est habitué maintenant, ça fait 3 ans et demi qu'on voit que la Peugeot, elle est garée. Et bah là, non, ça résistait, et ouais, clairement, c'est agréable. S'il faut qu'on en passe par là et qu'on ait une BOP où la Peugeot, vu qu'elle est, je persiste là-dedans, c'est mon avis, je pense que la caisse est loupée, enfin, en tout cas, elle est pas exactement dans la fenêtre. Bah là, elle était au poids et à la puissance max, au poids mini et à la puissance max. S'il faut ça pour qu'on ait des batailles, bah allons-y, hein, en fait. De toute façon, on n'a pas le choix, hein.
Oui, on n'a pas le choix. D'un autre côté, je peux comprendre aussi la frustration des adversaires Ah bah, qui se disent attendez, nous on a quand même bien bossé, on est dans la fenêtre, on maximise. Je pense à Porsche hein, évidemment, comme depuis le début de cette saison. Et puis bah on est dans la fenêtre, on est troisième. Oui, ok, c'est super, mais on va pas pouvoir aller bien plus haut. Ils sont encore dans la lutte pour le titre. Hein, d'ailleurs, on en parle tout de suite, mais cet équipage de la 6 avec Kevin Estre et Lorenz Vanthoor qui pourraient se succéder à eux-mêmes hein, au championnat. C'est pas fait, bien évidemment, mais enfin ils reviennent avec 94 points hmm. à finalement quoi une vingtaine de points, 21 de la Ferrari numéro 51. C'est vrai que, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, Kevin Estre, il doit avoir des moments un peu de frustration de se dire, mais, Ah bah oui, enfin, mais surtout que lui, dans qu'est-ce que son j'ai pas relais, fait? Enfin, il entre a été guillemets, il a capable de tout fait. doubler. Ouais, en fait, ils font tout, quoi. Ils maximisent tout et, ouais. Ah, c'est Et là, je ultra dois frustrant. dire, on va revenir évidemment sur la victoire d'Alpine, mais là, comme on est sur Porsche, on va continuer. Je dois dire quand même que l'autre équipage, l'équipage 100% français, hein, du coup, Ouais. puisque Michael Christensen avait évidemment un gros calendrier et il fallait absolument qu'il soit là pour faire des essais privés avec l'équipe AOBA ITF. Hein, il fallait absolument Ah, ouais, qu'il manque l'épreuve de Fuji. Tu comprends bien, hein, évidemment, les priorités. ouais. Et donc, c'est de l'humour parce que Michael Christensen ne sera pas là l'année prochaine avec Porsche. Hein, c'est quasi écrit. Donc on lui a peut-être dit bah, oh, viens pas à T'emmerdes Fuji, pas. c'est pas grave. Hmm. C'est pas grave, tant pis. On va voir ce que ça donne avec les deux Français. Et ben on l'a vu avec Mathieu Jaminet et avec Julien Loher. Ils sont quatrièmes. Donc finalement, tu vois, ça se joue aussi au pilotage. On parle de BOP, on Ah parle bah, de choses comme ça. clairement. Moi, je trouve quand même que les deux Français, ils ont été au top. Kevin Estre, il a été capable de doubler, alors que on l'a expliqué, la vitesse de pointe était peut-être pas forcément idéale pour sa Porsche. Donc vraiment, il y a moyen de bien faire. Il a même doublé Charles Milesi à un moment où Charles était en train de contrôler aussi, faut bien le dire. Mais bon. Bravo à Kevin. Lorenz Vanthoor l'a dit hein, dans la radio, dans le dernier relais, je ne peux rien faire. Je cherche des Ouais, solutions, je ouais, ne peux ouais. rien faire. Les, Donc voilà, je voulais la, souligner ce travail d'ensemble ouais, de t'as raison. Porsche parce qu'il termine 3 et 4. La saison 2025 a été un révélateur et restera comme la saison de... Alors, je sais pas si le programme Porsche 963 va continuer ou pas, parce que c'est toujours un peu la rumeur quand même, on sait pas s'ils vont continuer. 2026, je pense qu'ils vont continuer. Maintenant, c'est pour après. Ouais, parce que, enfin, ils sont quand même vraiment dans le mal en termes de performance économique, le Porsche, le constructeur, Oui, avec des c'est ça. ventes en chute libre, une valorisation en bourse qui a été divisée par 2 en quelques années. Enfin bref, vous irez faire Je vos crois devoirs et qu'ils vous sont renseigner. même sortis du DAX, CAC ouais. 40 allemand. Le Ouais, du DAX, DAX, ouais. ouais, ouais. Donc non, mais on peut faire un podcast finance, hein, moi ça serait mon rêve, mais bon. Et du coup, Je serais moins bon là. ouais, moi je serais meilleur, c'est ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que cette saison 2025, donc si on se projette sur 2026 qui continue, 2025 restera comme la saison du nettoyage, on va dire, un peu chez Porsche. Je m'explique. Ils ont mis à la retraite, enfin il est pas parti en retraite, mais ils l'ont mis sur le côté André Lotterer notamment. Ils se sont Ouais. focus sur des équipages à deux. Et là, tu vois, bah, Christensen, ça va sauter. Andlauer, qui est promu, il va falloir que tu fasses tes preuves, mon grand. Il est fait, donc ça marche. J'ai l'impression que là, Estre Vanthoor et Andlauer Jaminet, on est sur on avait un faisceau de pilotes au départ, on avait même Fred Mako, on avait plein de monde. Et là, on est en train de, tu sais, on presse, là, on est vraiment sur le corps, le noyau. On peut pas faire moins, quoi. Je veux dire, à un moment, C'est vrai. ils ont épuré, alors que Porsche, c'est sans doute le constructeur qui a la filière la plus généreuse en termes de pilotes. Je veux dire, Bah, surtout ils sont un peu présents partout parce qu'ils sont ah oui, présents en hypercar, mais ils sont présents en GT un peu aussi. partout sur le globe. Donc c'est sûr qu'à l'époque ils en avaient énormément des pilotes, ils en ont toujours beaucoup. Hein. La filière Porsche, c'est fou. Enfin, entre la Cup, la Cup, la Super Cup, Exactement. la Porsche, n'importe quelle coupe Porsche est un peu patronnée par le Porsche Orléans, le Porsche Fuji. J'en sais rien, j'ai n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire. Porsche surveille n'importe quel pilote qui met son cul dans un baquet de chez eux. Et là, Tout tu te à fait. retrouves au sommet du sommet de ce que tu peux faire, Formule 1 mis à part, au sommet du sport prototype de l'endurance, et tu as des équipages que de deux. Enfin, ils ont vraiment essayé de raccourcir au maximum. C'est pas Oui, que pour des questions financières, hein, c'est des bien questions sûr. d'optimisation de talent, je pense. Et ça pourrait avoir des conséquences aussi parce que c'est vrai que les pilotes vont dans les filières Porsche justement parce qu'il y a cette opportunité de pouvoir progresser, de devenir junior Porsche, puis Ouais, pilote Porsche ouais. professionnel, enfin jeune professionnel, puis pilote officiel quoi. Donc c'est vrai que là ça va peut-être tarir un peu la source si toutefois il n'y a plus cette présence en catégorie Rennes, en hypercar j'entends, parce que je pense qu'en GT3 il y aura toujours une équipe Porsche, que ce soit avec Mante ou avec qui tu veux,
qui soit engagé. Je vois pas Porsche ne pas être présent en endurance quand même, en GT, je veux dire. Moi non plus, mais par contre, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un constructeur, ou enfin plusieurs, qui aurait intérêt à comprendre ça et à se dire, il faut s'inscrire dans la durée. Et oui, il y a des cycles économiques, putain, décidément, on parle beaucoup de finance. Il y a des cycles économiques, il y a des dépressions, il y a des périodes difficiles, mais l'automobile, au sens large, est inscrite dans notre quotidien. Donc, et le sport auto doit en être une prolongation pour en faire la publicité, pour avoir de l'image, pour vendre des voitures. Donc, restons engagés pendant 5, 10, 15, 20 ans. Tu vois, je pense à Alpine, parce qu'ils ont gagné, on peut parler d'eux. Alpine, je connais bien, parce qu'il y a l'Alpine Elf Cup Series by je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ils ont cette filière, à chaque fois on fait la blague, mais non, mais ils ont cette filière d'accession aussi, tu vois. Léo Joussec a été titré de chez RCC, que je salue, qui sont des clients. Tu vois, il y a cette filière comme ça d'arrivée dans le monde alpine. Et ensuite, il y avait, c'est moins dynamique, mais bon, t'as le GT4. Ce serait bien qu'il y ait une GT3, qu'il y ait machin, qu'il y ait un programme d'accession. C'est clair. Alpine, s'il y avait une s'il GT3, reste 10 ans, ils sont en Formule 1. Ils sont en Formule 1. S'il reste 10 ou 15 ans, ils peuvent avoir un vivier de pilotes énorme, quoi. Bah, le problème, c'est que il y avait une filière monoplace, par exemple, tu vois, et malheureusement, je dirais qu'elle est de moins en moins productive. Donc, c'est ce qui fait que ça marche pas. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que quand tu as une filière qui se met en place, à l'époque, tu avais la filière BMW aussi. Bien sûr. C'est toujours intéressant, mais on comprend que ça coûte un petit peu d'argent, évidemment. Mais tu as des talents qui sont fidèles ensuite et qui peuvent progresser. Enfin, moi, je trouve que ça serait pas une mauvaise idée, en effet. Ferrari l'a compris d'ailleurs. Mais ça, Ferrari, c'est autre chose. Hein. Et puis, tu as des. Surtout, là, je te parle vraiment de filière pas du tout monoplace. Je te parle de filière bagnole, GT, tourisme. Enfin. En fait, il y a plein de passerelles à trouver, c'est-à-dire que ces gars-là, puisque Alpine est dans une logique, c'est pas un secret, Alpine est dans une logique de il faut que le sport auto ne coûte pas d'argent. Ces mecs-là, enfin, je veux dire, quand t'as des pilotes, ils peuvent aussi avoir des rôles. Chez Alpine, c'est connu pour ça. Hein. T'as des pilotes qui font des compétitions d'Alpine Elf Cup et qui, en parallèle, sont metteurs au point chez Renault ou sont ingénieurs système, je sais pas quoi, chez Alpine. Enfin. Si tu veux, il faut réfléchir en termes globaux, c'est-à-dire que tu as, comme tu dis, il y a vraiment ce côté talent, quoi. En fait, c'est des gens qui sont dans ta boîte, mais un peu, je fais un parallèle un peu vieux, mais les plus anciens connaîtront, mais Marc Lieb. Marc Lieb, en fait, c'est ça, c'est du Marc Lieb version Porsche, quoi. Ouais, parce que lui, il était ingénieur à côté, chez Porsche. Ouais, tout à fait. Mais moi, je vois ça chez Ferrari parce que il y a une filière en GT, en hypercar et donc en Formule 1, évidemment. Oui. Je vois ça aussi avec Toyota. Mine de rien, il y a beaucoup de pilotes maintenant qui sont placés en monoplace, qui sont aussi dans la filière avec la Lexus, qui va peut-être devenir Toyota GT3, je ne sais pas. Et puis donc, pour arriver au sommet, parce que il va y avoir de l'écrémage. Hein, je pense que 2027, on retrouvera plus les Mike Conway, les José Maria Lopez. Enfin, il va y avoir un petit peu de changement. Espérons que Toyota reste bien évidemment engagé. Moi, chez Aston Martin, j'essaye de voir aussi un petit peu ça, parce que c'est moins le cas, c'est moins développé, mais il pourrait y avoir cette envie-là, parce que ils sont présents en Formule 1, ils sont présents en hypercar, ils sont présents en GT. Je vois quand même que de plus en plus de constructeurs comprennent un petit peu cette façon de voir les choses comme ça. Je suis carrément d'accord. Il faut que les digues sautent un peu entre les disciplines, ça serait vraiment une bonne chose, mais ouais, je suis d'accord. Ouais, ça serait bien de voir ça. Après, on s'arrête pas non plus au fait que quelqu'un ait fait sa carrière au tout début dans telle filière et qu'il puisse aller ailleurs. C'est le marché des transferts, tant mieux si ça peut arriver. Ne pas rester coincé dans une seule filière et d'avoir toujours les mêmes pilotes de la même marque. Non mais on n'aurait pas Oscar Piastri serait pas aussi haut au championnat du monde de Formule 1 actuellement, quoi, s'il était resté fidèle. Non. Mais bon. Tu vois, donc à un moment donné, c'est aussi se laisser des portes de sortie de part et d'autre, un peu comme fait Red Bull, où ils recrutent énormément de pilotes, et puis bon, au bout d'un an, finalement, ça l'a pas fait, hop, et ils écrèment au fur et à mesure, mais ils donnent une petite chance à chaque fois. Bon, ça peut être intéressant, et c'est vrai qu'on espère qu'Alpine puisse aller dans cette dynamique-là. En tout cas, Alpine gagne, c'est la 42e victoire française en WEC, après Kevin Hess qui s'était imposé à Austin, et on voit Charles Milesi et Paul Louchatin qui réussissent à s'imposer aussi. Donc 42 et 43e. Victoire avec des pilotes français. Ouais, tout à fait, pour la France, ouais, exactement. J'essaie de comprendre tes stats, attends. Ah bah oui, si elles sont pas claires, c'est que c'est pas bon. Hein. Par contre, c'est que la 3e victoire d'un constructeur français en WEC, au général. Eh je crois que oui, parce que on a eu qui comme avant, il n'y en avait pas, parce que Peugeot n'a jamais roulé en WEC à l'époque 908. Ils ont jamais gagné la 6-8, sauf si j'ai vraiment été absent pendant quelques mois.
Et Non, donc, mais ils ont quand même 4 podiums à leur actif chez ouais, Peugeot ouais, depuis ouais. leur retour en 2022. Ouais, il y a Mais du c'est vrai que non, il y a Monza. qu'Alpine Ouais, ouais. qui a gagné. Peugeot, il y a Monza. effectivement du Monza. Mhm. Ça, c'était assez rapidement. Bah, C'était de Austin. Monza 2023. Austin Bahreïn là. 2024, Ouais. Austin Et 2025 là. et donc Fuji 2025. Voilà. C'est bien, c'était un petit Pas quiz mal. pour vérifier. Mais Oui, en tout c'était cas, la ça, top question, mais en avance. ouais, ça passe pas loin quand même parce que on l'a dit, non, ça se joue à deux éléments, parce que la strat. Enfin, je sais pas si on l'a dit, si, non. Non, on l'a pas dit. Non, on Ça, l'a pas dit. ça joue quand même à deux trucs qui font qu'on aurait pu avoir un résultat différent. On aurait pu avoir la Peugeot devant ou même un doublé Porsche, hein, parce que franchement, ils finissent pas loin. Mais en fait, ça joue à un élément de chance, mais tu vas le décrypter un peu, je sais, qui est qu'il y a eu un full coursiello de déclenché pour la sortie de l'Aston Martin. Et du coup, l'Alpine a plongé directement dans la voie des stands avant même que le full coursiello ne soit officiel, parce que sinon il n'y aurait pas eu le droit de rentrer. Et donc, c'est eux qui ont eu le maximum de temps d'arrêt, enfin qui ont pu profiter d'un temps d'arrêt alors que les autres étaient sous régime de full coursiello. Donc évidemment, t'as pas un arrêt gratuit, mais t'as un arrêt qui est quand même qui a beaucoup moins de conséquences que si les autres étaient à 300 dans la ligne droite. Il y a cet élément-là. Et tu vas en dire un peu plus, je sais, parce que tu vas parler sans doute de Paul Louchatin et de son travail. Et le deuxième élément, c'est aussi qu'au dernier arrêt, ils ont pris la décision de changer que 2 pneus, que d'un seul côté, et de pas changer les 4 pneus. Du coup, ils ont gagné du temps au niveau de l'arrêt par rapport à la Peugeot qui, elle, a changé les 4 pneumatiques. Et surtout, au-delà du temps que tu gagnes là, tu peux te dire que tu vas en perdre derrière, puisque tu n'auras pas 4 balles neuves. Eh ben oui, mais non, puisque ils ont gagné du temps sur la chauffe des pneus, et donc sur la mise en rythme. Et après, bah, ça a été un travail de gestion, alors c'est facile à dire comme ça, mais de gestion, conservation des pneus et optimisation de la performance. Et on voit que finalement, bah, les Michelin, que t'aies 4 balles neuves ou que t'en aies que 2, l'Alpine a l'air d'être vraiment ultra smooth sur les pneumatiques. Oui, alors, et de moins embouffé après, que chez Peugeot, quoi. ça joue aussi au circuit, mais là, tu as beaucoup bien dit sûr, bien sûr. d'informations justement qui sont capitales. Maintenant, on était quand même sur la phase d'arrêt au stand hein, quand il y a Oui. cet accident entre les deux Aston. D'ailleurs, c'est malheureux, mais Tom Gamble qui se fait piéger sur cette piste avec des pneus froids, il a fait n'importe quoi, je peux le dire, même si j'apprécie beaucoup ce pilote, mais là, il a voulu trop en faire parce que je pense qu'il y avait beaucoup de pression aussi sur ses épaules et que bah, il y avait un podium potentiel hein, pour Aston Martin. Je veux dire, on n'était pas loin. Oui. Donc il perd la voiture et il vient déclencher un full coursiello. Justement, parce que le travail de Paul Louchatin, tu m'en as parlé. On est sur la phase d'arrêt au stand, puisque justement, il perd la voiture en ressortant des stands, en pneus froids en fait. Et donc du coup, Paul Louchatin, le travail qu'il va faire, c'est que la chance, ça se provoque, comme m'a dit Nathanaël Berton au micro en direct. Finalement, chez Alpine, on était sur une stratégie de pouvoir faire un tour supplémentaire, donc d'économiser de l'essence, d'économiser un petit peu les pneus, parce qu'ils avaient eu des pénalités avant. Tout est lié en fait. Hein. Ils ont eu une pénalité avant de 5 secondes de stop and go pour un contact avec Toyota, on va y revenir. Donc ils étaient quasiment à un tour, il fallait absolument qu'ils se sauvent et qu'ils n'aient pas ce tour de retard. Donc l'économie de carburant qui a été faite par Paul Louchatin fait qu'ils ont cette possibilité-là de pouvoir faire un tour supplémentaire, de s'arrêter, on se doute bien qu'il va y avoir un full coursiello, on ne peut pas, une fois qu'il a été annoncé, s'arrêter au stand. Et donc Alpine a la réussite, on va dire, d'être à l'entrée des stands avant même que le full coursiello soit annoncé, donc ils rentrent dans la voie des stands, ils font leur arrêt, comme tu l'as dit, alors que beaucoup de ses adversaires sont à 80 km/h, parce que eux n'ont pas pu rentrer, donc c'est eux les grands gagnants. Ça, c'est une chose. Ou ils ont déjà fait leur arrêt, les autres, ou ils n'ont pas encore fait l'arrêt, mais en tout cas, Exactement. Voilà. Alors que eux sont vraiment... Je pense que j'ai pas le chiffre et on n'a pas vu. Eux, c'était parfait. Mais ils ont gagné, je pense, 20 secondes. Ouais, ils ont dû rentrer 3 ou 4 secondes avant que le full coursiello soit déclenché, donc vraiment, ils ont maximisé l'arrêt, quoi. Ouais, j'avais l'info parce que j'avais justement réussi à avoir les timings précis, mais je crois que oui, ça se joue à les 10 secondes. Ouais, voilà, quand le full coursiello est annoncé, et ben eux ils sont déjà dans la voie des stands. Donc ça c'est magnifique. Après il y a eu un autre fait de course important et de stratégie, c'est l'ingénieur Christophe qui demande à Charles Milesi avant le dernier arrêt, est-ce que tu penses que les pneus droits peuvent durer? Et la réponse de Charles, c'est ouais, je crois. Il n'est pas 100% sûr, mais il fallait tenter ce pari-là. Et donc, ils ont changé que les 2 pneus à gauche, comme tu l'as dit. Parce que ce sont les 2 pneus qui sont les plus stressés, on va dire, les plus utilisés, les plus difficiles à garder en bon état. Et en fait, il y a eu un autre avantage qui s'est passé et qui a pu aider Alpine, c'est que sur la chauffe des pneus, évidemment, sur les virages à gauche, c'était plus facile puisque les pneus étaient déjà chauds. Donc, il y a eu ce gain-là. Et puis, il y a eu aussi
le fait de bénéficier d'une pénalité pour la Porsche. Ça fait beaucoup, hein, mais la Porsche numéro 6, elle avait 5 secondes de pénalité à servir dans son arrêt au stand, son dernier. Donc du coup, elle n'a pas pu passer devant la Porsche, devant la Peugeot, pardon, et ensuite pas pu revenir sur l'Alpine. Elle a été bloquée par la Peugeot. Donc tu vois, toutes ces circonstances-là, alliées au fait que Charles Milesi a été impeccable, incroyable, à faire 80 tours sur son train droit le même, finalement, donc les pneus Michelin, ils durent, hein, t'as raison, mais il a su aussi maîtriser, il avait 10 secondes en sortant des stands, il termine avec 9 secondes, je crois, d'avance sur la ligne. Donc vraiment, le travail a été parfait, mais ça a été un concours de circonstances cumulées du fait d'une bonne stratégie, encore une fois j'insiste, et d'une bonne maîtrise des pilotes. Mais s'ils n'avaient pas eu ces pénalités de début de course, bah, ils n'auraient pas eu cette envie de rentrer dans cette stratégie-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça se joue finalement à toute une série d'événements qui ont lieu, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bravo, voilà, vraiment, le coup de poker de ne pas changer les deux pneus, ça fait gagner du temps au stand, ça fait gagner quasiment 10 secondes. Les 10 secondes où on a retrouvé Charles Milesi justement en tête sur la piste, et puis le fait que la Porsche numéro 6 n'ait pas pu dépasser la Peugeot. Ouais, je suis d'accord. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que ce full coursiello avec l'Aston Martin a eu un rôle vraiment central. Ça a été le truc déclencheur. C'est clair. Qui a cassé potentiellement une victoire Peugeot. Doublé, je sais pas, mais en je tout pense cas, que victoire Peugeot pour la 93. était. Ouais, je pense que Peugeot était bien placé pour s'imposer en effet. D'ailleurs, on a vu le travail de Michael Jensen pour résister à Lorenz Vanthoor, ça a été très très fort sur toute la fin de cette course. Mais bon, c'est bien un trio 100% Gold qui s'impose, et ça c'est une première dans l'histoire du WEC. La 35 qui avait perdu le podium l'année dernière avec des pénalités justement à Fuji, et bien là cette fois-ci réussit à s'imposer malgré des pénalités, et c'est la 4e marque de l'histoire du WEC en 100 courses à gagner avec 2 modèles différents. Ça c'est assez dingue. Il y avait Audi, Toyota et Porsche qui l'avaient réussi. Et bien avec la A480 et la A424, Alpine s'impose donc avec 2 voitures différentes. Alors je sais que c'était pas vraiment une Alpine avant, mais quand même, donc c'est assez remarquable, et je dois dire que finalement cet incident entre Habsbourg et la Toyota numéro 8 a eu des conséquences aussi, parce que cette Toyota numéro 8, si elle se retrouve pas sur le podium, c'est à cause justement de cette crevaison qui a été générée par la 35 qui finalement va gagner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, toutes les choses sont liées. Après, c'est ça aussi l'intérêt et l'avantage d'avoir une course de 6 heures, c'est que c'est vrai. Sur un sprint d'1 heure et demie, tu as une crevaison, machin, tu te retrouves à un tour, ou alors t'as une pénalité, c'est fini. Là, sur 6 heures, on voit que ça peut vraiment changer, donc c'est effectivement très intéressant. Je dois m'incliner, voilà, cette victoire de l'équipage Gold, je l'ai toujours dit, enfin, si vous nous suivez depuis quelques épisodes maintenant, c'est pas un secret, il m'a jamais fait rêver cet équipage de la 35. J'ai rien contre eux personnellement, hein. Je les connais pas plus que ça, Charles Milesi, Ferdinand Habsbourg et Paul Houchatin, mais je t'avoue que l'équipage de la 35, je trouve qu'il a vraiment peu de relief comparé à Jules Boulon, Fred Mako et Mick Schumacher, et donc voilà, pour moi ils sont incroyables, hein, les trois là. Ah mais je sais que là-dessus on est différent, et donc voilà, ils m'ont jamais fait rêver, j'en attends pas grand-chose non plus. Bah voilà, force est de constater qu'ils ont gagné. Enfin, je connais quand même le background, puisque depuis qu'on fait l'Endurance Club, et même avant, quand on faisait nos débriefs sur Twitch, Charles Milesi, je vois d'où il sort, hein, quand même. Je sais que c'est pas un... C'est pas un demi. D'ailleurs, il connaît bien le Japon. Il a roulé au Japon en monoplace, hein, Charles Milesi. Ok. Paul Houchatin, il a eu son premier podium avec Alpine il y a 10 ans, tout pile, en LMP2 à Fuji, justement. Voilà, incroyable. Paul Houchatin, effectivement, là, on parlait de terre de fidélité, c'est pareil, passé par Alpine, parti, revenu, enfin... Je sais que les trois ont chacun, évidemment, du talent individuel et forment un excellent trio qui a l'air en plus d'être un trio de potes. Au-delà de la complicité qu'ils ont au volant, ils ont l'air aussi d'être potes en dehors. C'est ce qui transparaît en tout cas des... Oui. Et c'est pour ça que je suis très déçu. Parce que tu vois, on fera peut-être un épisode spécial sur des trios ou des duos iconiques, mais quand on parle de Fessler, Lauterer et évidemment de Benoît Tréluyer, moi je me dis que un trio Chatin, Milesi et Habsbourg, ça aurait dû aller loin, et ça aurait dû peut-être être un des trios justement dont on se souvient. Oui, j'ai peur que l'année prochaine il n'existe plus ce trio. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu parles comme ça aurait, tu t'en parles au passé. Parce que il se murmure que Ferdinand Habsbourg sera plus chez Alpine et Paul Houchatin non plus, quoi.
Bah, j'ai bien peur de ça, donc bon, je sais pas si c'est des volontés individuelles, si c'est une volonté de Alpine de vouloir changer un petit peu les choses, mais bon, Charles Milesi de toute façon va rester, lui ça Ouais, c'est sûr, confirmé, il ouais. va même passer Platinum, hein, d'ailleurs sur la Oui, nouvelle façon de classifier les pilotes l'année prochaine, donc bah, de toute façon c'est mérité, hein, je veux dire, Milesi il est exceptionnel que ce soit en ELMS ou en hypercar, mais là mais ça a vraiment été une course rondement menée, donc bravo à Alpine, bravo aussi à Peugeot quand même, hein, il faut bien le dire. évidemment. Certes avec une meilleure vitesse de pointe que d'habitude, mais la maîtrise a été bonne, il n'y a pas eu d'erreur, il faut le souligner franchement. La seule petite erreur c'est pour la 94 qui a doublé le safety car. Aïe aïe aïe. Et donc pénalisé après la course. Eh oui, ça arrive. Les Ferrari aussi d'ailleurs hein, ont dépassé le safety car. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, mais dans quel monde on dépasse le safety car? Je En fait, vois pas si, trop. enfin, moi, regarde, franchement, mais moi, je peux même pas. Entre les passerandes, les machins, les trucs, il y a tellement de règles que tu sais même plus, quoi. Non, mais enfin, je pense vraiment que. Il y a trop. En fait, il y a eu, tu vois, il y a eu aussi. Alors attends, là, tu vas me reprendre parce que je vais peut-être dire une erreur, mais dans la première phase de neutralisation, c'était uniquement pour des débris sur la piste. Ouais. Je crois qu'il y a eu full coursiello, et après, enfin, en fait, il y a eu des décisions qui étaient un peu contradictoires, ou enfin, j'ai toujours du mal. Il faudra vraiment qu'on prenne 3 heures, hein, mais j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on utilise un full coursiello de temps en temps, pourquoi un Et bah full tu sais, coursiello suivi d'un. Enfin, on fera peut-être un épisode justement avec un directeur de ah course mais par exemple, j'adorerais, parce que j'adorerais. en fait ça dépend des moyens à mettre en œuvre. C'est-à-dire que quand il y a un débris, mais que le commissaire peut traverser la Oui, piste oui. de façon toute sécurisée, on met un full coursiello. Comme ça au moins, on ne regroupe pas les voitures pour rien, on enlève le débris et c'est reparti. S'il y a besoin d'avoir un Manitou ou un engin justement de comment dire, De qui levage, de. Ouais. doivent intervenir de levage, et bien là, à ce moment-là, on met soit le virtual safety car suivi donc du safety car, soit le safety car directement parce que l'intervention doit être rapide et que les commissaires disent, ouais, nous on peut pas sortir la voiture comme il faut dans un sifflet, etc. Donc ça, c'est une façon de procéder. Et il y a aussi la manière de voir les choses. Si on est sur une phase où on est dans des arrêts au stand, justement, habituellement, on met le virtual safety car puisqu'on peut s'arrêter, qui va ensuite générer le safety car. C'est vrai que là, c'est la seule, Ouais. comment dire, la seule interrogation que je me pose. Pourquoi on a sorti le full coursiello au moment où on était dans cette phase d'arrêt au stand? C'est la seule interrogation que je me Et pose. Et tu, du coup, ça a généré des emergency pit stop et des pénalités potentielles. et tu n'auras jamais la réponse. Mais après, Non. voilà, c'est pas. Mais non, mais c'est compliqué. En fait, on a un ensemble de règles, mais je l'avais déjà dit, hein, que je trouve vraiment très complexe. Déjà que, enfin, on a quand même de la chance puisque le WEC a été un peu simplifié maintenant qu'on a que 2 catégories. On n'a plus les LMP2, on n'a plus du GTE Pro, GTE AM. Donc déjà, c'est quand même une petite C'est simplification. vrai. On va pas se mentir. C'est plus clair. Ouais, c'est un peu plus clair. On n'en fait pas des caisses non plus trop sur l'aspect est-ce que la voiture est hybride ou pas hybride. L'Aston Martin, on l'a fait rouler avec les autres et ça va. Voilà, on va pas trop dans le détail. Nous, on le sait, mais il n'y a pas besoin d'avoir un classement différent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. LMDH, LMH, oh là là, non, non, non. Voilà, on essaie de simplifier. On simplifie aussi, même si je le regrette, sur des manufacturiers uniques. Michelin qui signe donc une 100e victoire en WEC, hein, Goodyear en GT3. Je le regrette parce que j'aimerais bien qu'il y ait une diversité de manufacturiers, mais bon, pourquoi pas, faisons ça. Par contre, sur les règles, en elles-mêmes, je parle là de, comme on vient de le dire, safety car, full coursiello, pass around, je sais pas quoi, drop back. Je ne comprends. Alors je sais qu'il ça se trouve il y a des trucs qui n'existent plus depuis le Mans 2023, mais on en a tellement Il n'y a fait plus des de drop back, je crois, justement. Ouais, voilà, tu vois. Mais on en a tellement fait des caisses et enfin, je trouve que ça mériterait d'être un peu plus lisible. D'autant que, on a vu à Fuji des scènes où il y a, je crois que c'était une Corvette qui était en travers et tu as la Peugeot et la Porsche qui reviennent dessus. Il y a juste un jaune local, ils arrivent à éviter. Enfin, alors je sais qu'il faut pas qu'on prenne de risques excessifs avec la sécurité, puisque là vous allez tout de suite me sortir la jurisprudence Jules Bianchi, Bien sûr. la jurisprudence. Normal. Et vous avez raison, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre en danger les pilotes. Je dis juste que ils savent aussi gérer dans des situations dangereuses et que, à mon avis, on gagnerait quand même à simplifier un peu plus les règles et à revenir, je pense, à du bon sens qui est souvent le drapeau jaune local. Je le maintiens. Hein. Je trouve qu'on l'utilise quasiment plus, ce drapeau jaune, juste sur la zone où il y a un problème, et qu'on a tendance à tout neutraliser, sous prétexte de
On va en Oui, mais profiter pourquoi pour les... ça? Bah, vas-y, explique-moi. Moi, je pense qu'il y a une vraie raison, c'est que les pilotes se comportent comme sur simulateur et qu'ils ne ralentissent pas assez. Et tout bêtement, il y a eu des problèmes à ce niveau-là et que c'est trop difficile de se dire, ok, est-ce que le pilote a ralenti de 20%, de 30%, de 40%? Tu peux Mais les avoir de slow zones, ça marche gros bien, non? écarts qui sont gérés. Les slow zones, au Mans, ça marche bien, je trouve, moi. Ah, les slow zones, c'est pas mal. Oui, mais alors c'est pas le drapeau jaune local. Tu vois ce que je veux Bah, dire? C'est enfin, quand même pour, une. pour moi, c'est quasiment, pour moi, c'est le drapeau jaune local moderne. C'est-à-dire que t'as une zone dans laquelle on te dit la prochaine zone sera au ralenti, donc il faut quand même que tu commences à faire gaffe. T'as la zone qui est au ralenti, tac, drapeau Oui, mais vert, tu pourquoi sors. ça? Alors attends, pourquoi on le fait plus? Parce que ça générerait trop de disparité. Parce que imagine, Bah, l'intervention est rapide de la part des commissaires. Donc tu as une slow zone pour les trois leaders. Ok? Donc ils sont à 80 sur ouais, cette zone-là, ouais. ou 60, ou je sais pas combien. Et Ok? t'avais la Et Peugeot qui le était drapeau jaune derrière local, à 100. 30 secondes et qui, elle, n'a pas du tout la zone, elle va revenir. Exactement. Mais tu crois pas Et qu'on là, crée et des là, c'est disparités vraiment. aussi avec les safety, les full course yellow, Alors les avec les emergency selfies, pit oui, mais avec stop les et full tout? course yellow, non. Non, Full course yellow, au pire, quoi. Allez, celui qui va être le plus gagnant, c'est celui qui est dans la ligne droite et qui, au moment de ralentir, a une tolérance de 5 secondes, alors que celui qui est dans l'épingle, bah, il est déjà à 80. mais Ok, ça c'est peut-être la seule différence, mais sinon, t'as pas tant le full course déséquilibre que yellow, ça, quoi. le full course yellow, j'ai rien contre. Ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse pas s'arrêter pendant un full course yellow. C'est juste ça le truc, Ah, en ok, fait. ça je suis d'accord. Mais moi, j'ai rien Oui, contre le ou full le course virtual yellow. safety car, c'est vrai que je suis d'accord. Parce que le virtual safety car, je comprends pas pourquoi. Donc on peut s'arrêter, oui, mais ça forcément ça génère le Voilà. safety car. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça? J'avoue que il doit y avoir une raison, Moi, le full mais course yellow, je l'ignore. je trouve que c'est une excellente invention. C'est très bien. On n'a pas besoin d'avoir une voiture de sécurité qui sorte. Les mecs qui conservent leur distance, on les voit arriver, on peut intervenir quand même C'est vrai. sur une zone. Moi, je trouve que c'est une excellente invention, le full course yellow. Bah, il faudrait qu'on ait full course yellow et safety car, c'est-à-dire full course yellow Mais suivi ou non d'un safety car, full course yellow seul ou safety car direct s'il faut intervenir rapidement avec un Manitou. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que là, pour le coup, je vois pas trop pourquoi on a full course yellow et virtual safety car. Dans un cas, tu peux t'arrêter, dans l'autre, tu ne peux pas. de toute façon, c'est ça aussi qui complexifie le truc. Et là, alors je te relance sur Toyota, mais parce que tu disais tout à l'heure, enfin, on n'a pas été dans le détail, mais il y a une Toyota qui a eu une pénalité parce que elle a fait un emergency pit stop. Bah oui, mais on va le dire. Et voilà, je le dis, monsieur, parce on peut plus rien dire, mais moi je dénonce. Il y a eu un. Tu dénonces, c'est la Toyota numéro 8. Elle Ouais. a été poussée par la 35, l'Alpine. Oui, alors ouais, non, mais il y a ça, mais surtout il y a eu Ah bah c'est sûr. arrêt au stand, Bah emergency oui. pit stop. Donc quoi, emergency pardon. pit stop. Après, Puisque ça revient. là, pour le coup, Ouais, vas-y. bah, il faut s'arrêter pour cette voiture. Il y avait le full course yellow et le pneu est crevé. Bon, bah, Voilà. ils rentrent au stand, ils changent le pneu, ils remettent 8 secondes d'essence et ça repart. Sauf que quand tu fais ça, l'emergency pit stop, à l'origine, c'est quand tu n'as plus d'essence. Tu t'arrêtes, tu fais tes 8 secondes, tu peux faire donc 2 tours et demi, 3 tours. Et une fois que la voie des stands est réouverte, tu dois te réarrêter directement dès qu'elle est réouverte. Le problème pour Toyota, et d'ailleurs d'habitude je les encense sur leur expertise et sur leur façon de développer leur stratégie, là pour le coup ils n'étaient pas en emergency, hormis pour le pneu. Et c'est ce qui explique que du coup bah, ils avaient encore du carburant, donc ils se sont pas dit allez tiens je rentre directement au stand parce que je vais tomber en panne d'essence et que je suis couteau. Non. Donc en fait ils font une erreur d'exécution parce que bah finalement, ils n'étaient pas en emergency, hormis pour le pneumatique. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ce que tu veux dire, c'est que si ils avaient effectué uniquement le remplacement du pneumatique, ils n'auraient pas été obligés de repasser par le stand après. Non, je suis pas en train de dire ça. Ils sont obligés, puisque c'est un emergency pit stop, ils sont obligés de changer un seul des pneus, Oui. puisque c'est celui Ouais, qui était ouais. crevé, et de remettre de l'essence de toute façon. Tu optimises ta stratégie. Ouais, voilà. Tu remets de 8 secondes, tu es D'accord. obligé de faire un emergency. Non, ce que je veux dire par là, c'est que forcément dans leur tête, ils auraient dû rentrer directement au stand Oui, une oui, fois oui. que Ouais, je comprends. la voie était ouverte, s'ils avaient été vraiment Ouais, je limite comprends, je limite de la conso. Mais là, ils ont même oublié, je pense, hein, ils ont dans la précipitation, dans la course, ils ont oublié cette règle-là qui fait que normalement, ce sont pour les voitures qui sont vraiment limite en conso, quoi. Après, réglementairement parlant, le fait d'obliger une voiture qui a fait un emergency... Oh, décidément, on refait les règles aujourd'hui. Hein. Je vais l'appeler comme ça. On refait les règles. Obliger la voiture qui fait un emergency à re-rentrer après quand on est sous condition de drapeau vert, c'est complètement con. Puisque, par exemple... Bah si, c'est complètement con. Tu sais pourquoi?
Mais non, parce que en fait, c'est les cas où tu ne peux pas faire autrement que de t'arrêter. Mais ça j'ai compris. L'emergency pit stop, puisque c'est en full course yellow Mais, et que c'est interdit de rentrer. Donc, c'est pour pénaliser les gens qui auraient cet avantage-là de rouler dans les stands à la même vitesse que ceux qui sont en piste. Bah oui, logique. sauf que Si tu t'es arrêté, ouais. tu gagnes du temps. Donc, tu lui fais reperdre du temps en te réarrêtant juste après. Ok, et alors très bien. Et cette situation qu'on a vécue là, avec la Toyota, imagine, elle arrive à 3 minutes de la fin de la course. C'est-à-dire qu'on relâche les voitures, drapeau vert, à 5h57. La Toyota, du coup, elle a fait son arrêt. Imagine du coup, elle ressort en tête. Elle est obligée de refaire son arrêt alors qu'elle a assez de carburant pour finir. C'est débile. Exactement. Quoi. C'est débile. C'est la règle. Mais parce qu'ils auraient gagné trop de temps. Parce que, si tu veux, les autres n'ont pas à être pénalisés du fait qu'une voiture soit en panne d'essence, quoi. Bah ouais, mais en bon, gros, si tu veux, cette règle, elle existe parce que sinon, la voiture tomberait en panne d'essence sur la route parce que la voie des stands est fermée, quoi. Bah ouais, mais l'Alpine, elle gagne notamment parce qu'elle a profité d'un moment où elle était bien placée sur la piste pour faire un full course yellow. C'était avant le full course yellow. C'était avant le full course yellow. Eux, là, ils ont vraiment bénéficié, effectivement, du meilleur moment pour intervenir. C'était le mieux, c'était l'idéal, c'était un arrêt gratuit. Bah voilà, ça arrive très rarement. J'aime pas quand on est sur les règles comme ça, c'est trop... Non, mais c'est pour équilibrer. Je comprends quand même pourquoi il y a eu cette règle-là. Ce que je comprends pas, et on clôture là-dessus, mais c'est vrai que ce soit des full course yellow où tu peux pas t'arrêter et des virtual safety cars où tu peux t'arrêter, mais où tu vas forcément avoir une voiture de sécurité après. Ouais. C'est vrai que ça mériterait une petite question une top question à un directeur de course. Sur qui tu veux enchaîner du coup Cadillac, bah la première ligne et puis après on va plus, voilà, basta. Bah ouais, ils ont fait doubler en qualif, donc vraiment sur un tour c'était solide. Troisième pole de la saison quand même pour Cadillac, mine de rien. Et troisième malheureusement, fois qu'ils verrouillent la première ligne aussi, parce qu'il y a eu Le Mans et Sao Paulo. Ah, il y a eu Le Mans aussi, ouais, effectivement, Sao Paulo, ouais, où ils ont fait un bon travail. Et malheureusement, je dirais que par voie de conséquence, bah, c'est aussi la troisième fois que une voiture qui est sur la première ligne, qui est en pole, pardon, en hypercar, ne monte pas sur le podium après Austin et les 24 heures du Mans. Ok. Tu vois, bah c'est pas forcément les bonnes stats, mais oui, c'est ça. Non, c'est pas des bonnes stats, non, ça c'est sûr. Mais c'est dommage parce que Cadillac à Fuji avait décroché sa première pole position en 2024. C'est un circuit qu'ils apprécient et ça l'a pas fait, quoi. Tu vois, ils sont là, bien sûr, ils sont quand même pas trop loin, mais ils marquent finalement pas forcément beaucoup les esprits, quoi. En gros. Faut attendre. Je pense qu'il faut attendre 2026. Earl Bamber est celui qui a eu le meilleur rythme si on se fie aux données du B-Pilar. C'est lui qui a eu la meilleure moyenne au tour. Will Stevens sur la voiture sœur aussi. Donc en fait puis il y a la pole position comme tu dis. Enfin il y a les qualifs. Donc en vrai il y a le potentiel. Il y a tout ce qu'il faut. De ce que j'ai vu, surtout de ce que j'ai lu. J'ai appris que Jenson Button, ça y est, il a demandé son décompte de points retraite là. Donc normalement c'est bon. Bah, il reste plus qu'une manche, mais on est bon. Il a les trimestres. Il a une année 2009 il a appuyé sur le button. Bien remplie notamment. Non, c'est bon, il a ses annuités. Donc l'année prochaine, il est plus là. Donc ça va faire partie aussi du mercato. Je pensais pas un jour dire ça, mais il y a un vrai mercato en endurance. Cette année, ça va être fou. Puisqu'on l'a dit, chez Alpine, il va y avoir plein de monde en moins. Il y a des nouveaux constructeurs qui arrivent. Et bah là, c'est pareil. Il va y avoir un baquet à combler, ou peut-être même plusieurs. Mais en tout cas, Button sera plus là l'année prochaine, ça c'est sûr. Ah, si seulement il pouvait remplacer par un pilote qui soit rapide et qui soit efficace chez Cadillac. Je sais pas vraiment qui il pourrait avoir, mais avec Sébastien Bourdet et Earl Bamber, normalement, il faudrait quand même un Cador. Après, ils peuvent rouler à deux s'ils veulent, mais c'est dommage pour Sébastien. À chaque fois, il passe à côté alors que le rythme est là. Attends, il termine à un tour. Ils sont 13e. La Cadillac 38, ça a été à la fois sur l'exécution, à la fois sur un peu de malchance. Mais non, franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont avoir un beau trio l'année prochaine. Toyota, on va quand même dire que la numéro 8, normalement, sans ce stop and go de 3 minutes, ils auraient réussi quand même, je pense, à viser le podium, clairement. Oui, c'est ça. Donc là, c'est pas une saison mémorable. Je disais en rigolant que c'était une saison pas fantastique. Meilleur résultat, toujours 4e à Spa pour la numéro 8. C'est la première fois dans l'histoire du WEC que Toyota a 7 courses consécutives sans monter sur le podium. Incroyable. Donc ça commence à faire beaucoup quand même. Franchement, c'est incroyable.
c'était notre axe éditorial de l'épisode de la semaine dernière. Est-ce que Toyota va enfin réussir à briser la spirale et à en gagner une? Bah là maintenant, on va pas faire ça dans la preview de la prochaine fois, mais en tout cas vous avez compris l'enjeu. La dernière manche à Bahreïn, est-ce que ça arrivera? Sinon ça fera 10 ans que Toyota la dernière fois que Toyota n'avait pas gagné au moins une course dans la saison, c'était il y a 10 ans. Ça serait quand même assez dingue, quoi. C'est clair. Moi, je préfère la stat de Paul Louchatin qui s'est imposé à Shanghai et qui a fait son premier podium à Fuji en 2015, il y a 10 ans, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est plus valorisant. Shanghai 2015, Paul Louchatin, il y avait pas un Tom Dillman avec aussi ou pas? Je tente un truc. Est-ce que t'as là... Tu tentes un truc et malheureusement, ça tombe à côté, mesdames et messieurs. Ça doit être 2012 ou 13, alors Tom Dillman... C'est Nelson Pensiatici qui était avec Paul Louchatin, mais je vois où tu veux m'emmener et on peut effectivement rendre hommage à Gérard Dillman, le papa de Tom qui malheureusement nous a quittés, et franchement je suis très triste parce que c'était un personnage, un touche-à-tout, un habitué de toutes les compétitions, que ce soit du sprint, de la monoplace, de l'endurance. Je l'ai rencontré pour la première fois, oui je sais c'est tard, mais c'était il y a 1 an et demi et on s'était vraiment marré et il est adorable. Je l'avais rencontré avec Claude Desgremont, tu vois, deux personnages et ils s'entendaient super bien et tous les deux. Et Gérard m'avait raconté tout ce qu'il avait fait dans sa carrière avant de lancer Tom sur les pistes. Et là, je suis très triste aujourd'hui parce que Gérard a marqué quand même l'histoire. Il m'avait raconté plein de choses. J'étais même en train de préparer plein de notes pour un trajectoire avec lui. J'aurais voulu qu'il me raconte tout ça, mais je pense qu'on va faire un épisode spécifique avec Tom, peut-être pour rendre hommage à son papa. Et on va préparer ça, mais en tout cas, voilà, toutes les condoléances de l'Endurance Club pour la famille Dillman, parce que on sait que c'était un sacré personnage, Gérard. Un personnage qui a contribué directement à lancer la carrière de Tom Dillman, puisque en fait, pour la petite histoire, mais comme tu dis, ça pourrait être intéressant de creuser ça. Il a créé une équipe en fait au nom de son fils, quoi. Il a créé le Tom Team. C'est comme ça qu'il a commencé en monoplace. Donc, je pense que tu peux pas faire mieux dans le genre père impliqué et dévoué et qui met tout en forme pour que son fils réussisse. On est dans un très bon exemple, quoi. Surtout que lui a aussi été pilote, tu vois. Donc, c'est vrai que voilà, c'est bien triste, mais voilà, on voulait rendre hommage et on fera des épisodes justement aussi tournés vers des figures des paddocks et du sport mécanique, et je pense que Gérard méritera son épisode de l'Endurance Club. Voilà, c'était important de le souligner en cette matinée. Tom Dillman qui, j'aimerais bien moi, revienne en hypercar, lui aussi aimerait bien, hein, il y a des baquets dispo, et pourquoi pas chez Alpine. Il y a des baquets dispo chez Alpine, ouais. Vu ce qu'il montre avec Inter-Europol en ELMS, je pense qu'il y a moyen qu'il soit sélectionné. Hein. Ouais, carrément. En tout cas, ça serait bien. Bon, voilà, cette petite page un peu plus... ça casse un peu le rythme. Tout de suite, la météo des neiges. Non, pardon. Alors attends, on a parlé de tout le monde, puisque BMW n'a pas fait grand-chose. Non, comment ça, on a parlé de tout le monde? Non. Non, mais est-ce qu'on a parlé d'Aston Martin qui manque le podium parce que ses pilotes ne sont pas à la hauteur? Est-ce qu'on l'a dit ça déjà? Bah ouais. Non, mais franchement, pour moi c'est ça. La voiture était top. C'est pareil, hein, la voiture quand tu la mets au poids mini à la puissance maxi, sans le sac à dos de l'hybride, ça marche bien. Hein. Pas de problème. C'est juste les pilotes qui sont pas bons. C'est vrai. Allez. Mais là ce que je veux dire c'est que il y a eu des erreurs de jeunesse quand même. Tom Gamble, je veux dire, à un moment donné, quand tu joues les positions de pointe, oui, forcément que les erreurs arrivent. Il sort des stands pneus froids. Il bloque les roues déjà, on est en caméra embarquée avec lui. Le premier virage, on dirait moi sur les jeux. Ah bah clairement. Mais sauf que moi je suis pas pilote officiel quoi. Et je sais que c'est compliqué de faire monter des pneus en température, il y a aucun problème et je me moque pas. Je dis juste mais c'est quand même dommage que son ingénieur lui ait pas rappelé 3 fois. Fais attention Tom, fais attention, freine bien comme il faut en amont. Là il bloque les roues, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Donc de toute façon il aurait tellement lutté dans son relais et à la fin pour les emmener ces pneumatiques. Donc là tout trou bloqué directement dans le droit, j'allais dire dans le bac, mais dans la zone de runoff. Il ressort, il se dit oh là là là, faut que je reprenne du temps machin etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait doubler par une Porsche, il prend le vibreur à l'intérieur. Coup de snap, et là il vient toucher la Aston Martin du Heart of Racing, donc son équipier. C'était magnifique. Franchement, bravo. Non, je suis triste pour lui parce que c'est un sacré pilote et là l'erreur, c'est une erreur de jeunesse. Hein. Mais si on mettait Nikiti mais Mattia Drudi dans ses voitures,
eh ben je pense que ça ferait différemment. Avec Darren Ça se trouve, je Turner me trompe, hein. sur une autre. Mais ouais, bah écoute, pour moi c'est un peu J'ai été les. content de les voir en tout cas. Ouais, pour moi c'est un peu il y en a plusieurs, mais c'est en tout cas l'une des équipes dans laquelle les performances individuelles, bonnes ou mauvaises, on les voit beaucoup. Et tu vois, Marco Sorensen a fait un sacré taf quand même. Oui, alors il a fait une petite connerie quand même, hein. Oui, oui. Non, ça arrive. Mais Il a fait une petite connerie en poussant, c'était qui? C'était une Toyota, je crois, en se ratant sur le frein. Il fait une erreur aussi en début de course en allant toucher une BMW et la Ferrari oui. 83. Bon, Ce que je veux dire, c'est que voilà. je retrouve là maintenant, mais tu vas m'emmener sur BM et tu vas contrecarrer ce que je suis en train de dire. Ah, Mais je voilà. trouve qu'on a sur Aston Martin un peu ce qu'on avait chez BM avant, c'est-à-dire le côté un peu déséquilibré des équipages où tu as une bonne perf de l'un, une mauvaise de l'autre. Il y a moins cette complémentarité que l'on a là sur la 35 chez Alpine, ou qu'on a évidemment chez Porsche, ou même chez Ferrari, où ils sont tous d'un haut niveau, tu vois. Je trouve que là, c'est trop en dents de scie, les performances entre les pilotes. Ouais, je suis d'accord. Et Ruka Goldert, hein, justement, qui nous a fait un petit commentaire sur la vidéo preview et qui a commenté après justement la course de Fuji. Je veux des excuses euh, envers la Valkyrie qui n'a fait que prendre des pics toute l'année. Alors pour le coup, bah là, la Valkyrie, elle a été bien parce que la balance de performance ça a été favorable. Mais voilà, on va quand même mettre des pics à cette équipe via les pilotes. Ah, Tu parce que vois, on peut pas s'en nous, on met empêcher, hein, des Geoffroy. pics à la Valkyrie, c'est ça? Ah. A priori, oui, depuis le début de Ah ouais, saison. mais moi je l'adore cette caisse, hein. C'est juste qu'elle est totalement Bah oui, moi aussi. anachronique et elle a rien à faire là, mais moi je l'adore. C'est juste que, non mais un V12, V12 Atmo Sans non hybride. hybride, ça n'a absolument aucun sens, mais c'est pour ça que je l'adore. Mais ah non, moi enfin, je la critique pas, c'est juste que je dis que le seul truc que j'ai pu dire là-dessus, c'est que ça me paraîtrait un peu étrange que ça gagne dans le sens où c'est quand même la voiture qui est la Bah oui, plus à l'opposé de la philosophie que l'on veut développer. Même si je suis l'hybride en d'accord. hypercar est quand même, c'est pas un sketch, mais c'est pas d'une aide incroyable, en tout cas beaucoup moins qu'à l'époque LMP1. Mais ça serait un peu étonnant d'avoir une voiture qui a un V12 Atmo sans hybride gagner une manche de WEC qui se veut un championnat qui valorise le sport un peu plus propre, des carburants, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça serait un Bien peu sûr. étrange, quoi. Mais moi j'aime bien, Ouais, j'aime c'est bien. vrai. Mais en tout cas, il termine cinquième avec la Ouais, 009 ouais, ouais. et ce sont les premiers points en WEC pour cette voiture, je crois. La Ouh. 007 avait marqué, il me Ah semble, oui, ouais, ça doit être mais ça. la 009 n'avait jamais marqué. Et donc, très bon résultat d'ensemble. Donc justement, enfin en tout cas avec cette cinquième place, c'est mieux que la Lamborghini qui avait fait dixième, la SC63. Ah, mais Lamborghini, ouais, non, non. Aïe. Bon, d'accord, Avec j'aurais son pas dû beau lancer le petit sujet, je châssis savais. léger. Bah, ouais, mais ça a pas fonctionné malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Donc là, compliqué. Bon, parlons rapidement de BMW Bah quand oui. même, parce que mine de rien, cette BM, elle était là au rendez-vous en termes de rythme, en tout cas la numéro 15. Et puis, gros crash pour Marcello, en poursuivant la Porsche numéro 99, qui quand même, on l'a pas signalé, mais a fait une excellente performance jusqu'à se faire sortir comme une malpropre par un Alessandro Pierguidi dégoûté de la balance des performances, je pense. Donc la Porsche 99, en fait, elle a eu un problème, on l'a appris, de boîte de vitesse. Et donc, du coup, la voiture pilotée par Nico Pino a ralenti un peu. Et c'est au moment où Marcello arrivait en pneu froid, il a voulu éviter. Et là, le problème, c'est qu'en pneu froid, c'est Holiday on Ice, quoi. Mais alors tu sais que, parenthèse rapide, mais Proton, donc la 99, j'ai lu qu'en fait ils ont la voiture là cette année. Porsche leur a, toi tu le savais peut-être déjà, mais moi je pensais pas que c'était à ce point-là. Porsche leur a filé la caisse en disant voilà, donc ça c'est les Evo 25, démerdez-vous. Bah du coup il y a quoi comme Evo? Ouais, ouais, débrouillez-vous. En fait il y a aucune Ah, communication quoi. Apparemment non, ça, je savais pas. c'est en circuit fermé chez Penske et il y a aucune com avec Proton. Et du coup, eux, ils récupèrent une caisse qui est la nouvelle version, enfin qui est homologuée, il faut rouler avec ça, quoi. Mais Sauf qu'ils t'as n'ont pas le t'as pas manuel le mode d'emploi. d'emploi, Ouais, quoi. c'est ça. T'as pas le mode d'emploi. Donc, bah, je sais pas. Elle a l'air d'être plus rigide à tel truc. Elle est plus rapide en courbe. Ouais, peut-être. On sait pas. On sait pas ce qu'ils ont changé. C'est quand même incroyable d'avoir cette vision. Mais c'est fidèle à l'esprit de ce programme 963 que je trouve vraiment pas dans la lignée de ce que Porsche a pu proposer par le passé, hein. Je veux pas me faire des amis chez Porsche, mais enfin, de toute façon, je connais personne chez Porsche. Ah, c'est Mais je dommage. trouve qu'on n'est pas du tout Ouais, dans la c'est. philosophie groupe C. Enfin, quoi que tu me diras, c'est pareil à l'époque.
Ah si, en fait, c'est aussi, pardon. Non, en fait, c'est fidèle un peu à ce qu'ils faisaient déjà en 97, 98, Bah oui. où ils amenaient des Evo et puis t'étais pas au courant. Non, mais là, ils te donnent un matos où t'es censé avoir le même et putain, ils t'expliquent pas comment l'exploiter. Alors que la 99, on l'a vu aux avant-postes, en fait, ils perdent de gros à faire ça. Parce que elle pourrait sauver des choses, cette 99. Comme d'ailleurs Jota a sauvé des choses à l'époque, hein. Bien sûr. Ah bah une victoire à Spa-Francorchamps, bah ouais. quand même, hein. C'était pas rien. Je sais pas. Mais c'est vrai que l'expertise de Jota est peut-être aussi plus importante que l'expertise de Proton Compétition en proto, j'entends. En proton, Donc, en proto. c'est ce qui explique ça. Ouais. En proton, voilà, exactement. Mais la Porsche 99, moi je trouvais qu'elle était vraiment solide là ce week-end à Fuji avec Neliani, avec Nico Pino et Nico Varrone. Malheureusement, voilà, c'est vrai que le contact avec la Ferrari de Pierre Guidi a fait que ça s'est mal terminé. Ce diable de Pierre Guidi encore impliqué dans un accident, dis donc. Oui, alors après, moi je pense que c'est un très bon pilote, hein. Je l'ai dit oui, aussi aux commentaires en direct. Maintenant, je pense qu'il est un petit peu, comment dire, chaud quand il est au volant et que quand ça va pas dans son sens, et je le comprends, c'est vrai que je me mets à sa place, la frustration est là, il n'y a pas de vitesse de pointe pour la Ferrari ce week-end. Ah ouais, clairement. C'est sûr que il allait pas terminer sur le podium. Maintenant, on est leader du championnat, on se doit de peut-être viser, même si ce n'est que la 10e place, et ben ça sera un point. Et c'est toujours mieux que rien du tout. Donc, imagine, ils perdent le titre pour un point. Bah, franchement, possible, ils pourront peut-être s'en vouloir parce que le flap à gauche, là, le splitter, pas le splitter, comment on dit, le petit élément, justement, le dive plane gauche, bah, en fait, il a été abîmé et ça a généré beaucoup de sous-virages pour cette Ferrari 51, quoi. Ouais, ils ont pas refait le coup des boulons qui s'en vont sur l'aileron. Là, c'était carrément un flap en moins. Voilà, c'est ça. Avec cette manœuvre-là. Donc Marcello sur la BMW numéro 15, pour en revenir à BMW, termine loin, alors que j'avais préparé mes petites notes. Il termine à l'arrêt surtout, oui. Il termine à l'arrêt, effectivement, mais il termine loin, il termine dans le virage 4. Ouais. Et d'ailleurs, pareil que l'Aston 007, hein, au même endroit. Mais j'avais quand même préparé mes petites notes parce qu'en direct, je me suis dit, ah, mais attends, mais BMW peut peut-être avoir son mot à dire et son petit coup à jouer. Parce que la dernière victoire internationale, c'était en ALMS. À Silverstone. Oui, alors Silverstone en ALMS, c'est vrai que... Sur quoi tu parles? Dernière victoire internationale, quoi, de PM en sport proto? Bien sûr. Ouais, donc on est d'accord qu'il n'y a pas eu de victoire après internationale, j'entends. Ah oui, tu mets de côté Indianapolis l'année dernière ou Watkins Glen. Non, mais alors du coup, je pensais aux 24 heures du Mans 99, quoi. Vraiment officiellement. Parce que c'est vrai que la dernière victoire avant la période donc que l'on connaît, c'était 2000 avec Schnitzer Motorsport. C'est vrai qu'ils ont gagné à Watkins Glen en 2023 sur tapis vert, ils ont gagné à Indianapolis en 2024, ils ont gagné cette année à Elkhart Lake en 2025. Mais pour moi, c'est pas des victoires internationales dans le sens où on entend. Tu vois, c'est pas un alors du coup, t'as quoi? T'as du 2000 comme tu dis avec la V12, non? 2000 c'était en ALMS, donc c'est même pas valable. C'était 99 Le Mans en fait. Ouais. Tu vois, la dernière vraie victoire. Et ben je regardais ça et je me dis, bah oui, tiens, il pourrait peut-être gagner. Bon, bah la 15 termine dans le mur et la 20, honnêtement, a jamais vraiment été dans le match. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais il y a toujours une voiture qui est vraiment lièvre. Est-ce que c'est dû aussi au réglage? Est-ce que c'est dû à l'ingé de la 15 qui est peut-être sur une philosophie différente de la 20? Franchement, j'arrive pas à savoir la raison, mais c'est vrai que généralement, et pourtant on a des clients, hein, Rast, French et Van der Linde, dans la 20, c'est pas toujours au rendez-vous, quoi. Ouais, bah oui. Bah, après, ça va se débloquer. Là, c'est officiel maintenant. En 2026, WRT va gérer le double programme. J'allais dire ALMS, mais non, c'est plus l'ALMS, mais WeatherTech Sports Car Championship et WEC. Donc voilà, c'est officiel. Il y a plus Ral et Terman. Peut-être qu'ils testent des choses, je sais pas. En tout cas, je pense que 2026 va clairement marquer. Là, tu vois. C'est pas qu'on l'attendait, mais parce que vous allez reprendre des archives, vous allez dire que non, mais le fait de voir une victoire alpine, quand même, il y avait quand même... On sentait qu'il y avait une dynamique, en WEC, je parle, et pour moi, 2026, c'est victoire BMW obligatoire en WEC. Il en faudra une, quoi. Je suis d'accord. Il en faudra, effectivement, parce que là, la base américaine sera à Charlotte. Ils ont déjà des locaux flambant neufs qui vont être utilisés. Il y aura environ 40-45 personnes qui seront sur ce programme, qui vont être recrutées. Et ça va être vraiment un programme à double tête, quoi. Donc il va falloir assumer aussi, hein, pour l'équipe WRT, mine de rien.
à être à la fois entre la Belgique et la Caroline du Nord. Pas forcément facile à gérer, quoi. Vincent Voss va cumuler des miles pendant son année. Oui, ça je pense effectivement, mais en tout cas, on espère pour BMW que ça puisse payer ce double engagement et ce double système d'information récupéré en gros. Donc voilà. Je voulais juste répondre à Eau Rouge Racing qui est très fidèle sur justement le chat YouTube et qui répond à chaque fois et qui commente. Donc je vous encourage à commenter évidemment. C'est vrai que selon lui, c'est le système LMH qui devrait être gardé, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Parce que les LMDH pourraient devenir un peu le LMP2 en WEC, selon lui. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on voudrait encore une autre catégorie, en plus du LMGT3 et de l'hypercar? Je suis pas certain. Donc voilà, son idée, c'est vraiment de garder la plateforme LMH parce que ce sont des constructeurs qui développent vraiment leurs outils, leurs machines. Bien sûr. Voilà, c'est un. Mais moi, je suis d'accord. Finalement, c'est un peu la philosophie des constructeurs normalement à l'origine. Mais moi, je suis complètement d'accord. Mais c'est rationnellement pas ce qui sera retenu, je pense. Mais oui, moi, c'est ce que je préférerais aussi. Mais si tu fais ça, tu te coupes là, de l'Alpine, de la Porsche 963, Cadillac, des BM. Oui, c'est ça. Non, tu te coupes de trop, franchement. Oui. Et puis, il y a aussi un modèle finalement économique qui s'est mis en place avec Dallara, avec Multimatic, avec Oreca, qui justement sont là aussi pour fournir des prestations aux différents constructeurs. Donc, tu peux pas non plus te couper de ça. Je veux dire, ok, le constructeur peut-être n'est pas comme Peugeot, comme Aston, Ferrari, à développer vraiment une LMH ou comme Toyota. Mais par contre, il y a quand même un engagement du constructeur et une vraie collaboration avec un autre fabricant. Donc, c'est quand même un écosystème qui existe. Moi, je pense vraiment, en tout cas, c'est ce pourquoi je pousserais si j'étais parmi parmi la direction et parmi les gens qui ont du pouvoir dans ce domaine-là, dans ce milieu. Moi, je pousserais. En fait, là, la génération LMP2 qu'on attendait n'arrivera pas. Hein, c'est foutu. Donc, on se tape toujours les Oreca 07 en P2. Mais elles sont très bien ces Oreca 07. Et du coup, moi, ce que je pousserais, c'est de dire, voilà, continuons sur la formule LMDH. Ok, Peugeot, pardon Peugeot, pardon Toyota, etc., machin, mais on va basculer sur du LMDH, dans lequel on va peut-être revoir quelques règles et redonner un peu plus de liberté. Admettons, on peut vous donner plus de liberté, autoriser, je sais pas moi, plus de fabricants de châssis, vous donner plus de liberté sur des éléments, enfin, bref, reprendre en tout cas la base LMDH et l'ouvrir un peu plus. Et par contre, le modèle économique fait que vous pouvez vendre des voitures à des privés, et en ELMS, en Asian Le Mans Series, ce sont que des voitures LMDH engagées par des équipes privées. Vous pouvez pas y aller en tant que constructeur, mais par contre, vous avez toute la liberté de le vendre à des privés. Moi, c'est ce que je ferais. Et du coup, le LMP2, par essence, n'existe plus. Le LMP2 serait la catégorie hypercar, mais en version Pro-Am, si vous voulez, quoi. Moi, c'est ce que je ferais. Parce que ça assurerait aux constructeurs un modèle économique. Ferrari, si tu leur dis qu'ils peuvent vendre des voitures à des équipes clientes, ils le font avec les 296 et ça les dérange pas du tout. Donc je pense qu'ils seraient ok aussi pour vendre des hypercars, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, ouais, ça dilue un peu l'exclusivité d'un engagement, mais enfin, si c'est en ELMS et en Asian Le Mans Series, c'est quand même moins prestigieux qu'en WEC. Je veux dire, Ferrari, ils ont toujours eu des équipes clientes dans leur histoire, et plutôt prestigieuses, hein, je veux dire, donc je pense qu'ils peuvent évoluer là-dessus. J'imagine qu'ils ont un positionnement un peu fermé sur ce sujet-là, mais je pense que tu peux les faire bouger. Peugeot, les gars, en fait, vous, à un moment, il va falloir refaire une bagnole, ça fait tellement longtemps qu'elle est là, elle a été un peu loupée, c'est ou vous suivez ou vous suivez pas. Si vous suivez pas, vous partez, point. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre discussion. Et puis, la Aston Martin Valkyrie, au pire, tu la tolères, hein, tu les mets 40 kilos, et puis tu continues de la tolérer. Mais tu vois, comme ça, on repartirait sur une bonne base, quoi. Ça, tu mets ça en place en 2028-29 et c'est jouable. Hein. Ouais, faut voir, mais c'est toujours ce côté justement système économique qu'il faut préserver aussi, parce que voilà, tous les acteurs doivent. Ça marcherait, tu vois. Enfin, il y a plein d'équipes qui seraient ravies de rouler avec une McLaren, avec une Cadillac, une Porsche. Enfin, en fait, en privé, en ELMS, tu fais rouler ça, mais je pense que tu aurais encore plus de gens qui viendraient voir des courses de LMS, franchement. Ah ça serait très bien, moi je dis oui, hein. De toute façon c'est de plus en plus populaire. Là, ça serait regardez le LMS, mesdames et messieurs. Et puis même au-delà de ça, tu vois, ça permettrait aussi de faire des activations. Les pilotes. Ce que je veux dire, c'est que quand t'as que des Oreca qui sont les voitures qui se battent pour la victoire en ELMS, c'est quand même plus compliqué quand t'es constructeur de faire des activations, d'inviter des clients.
des VIP, c'est ça dont je parle, remplir les loges, organiser une petite sauterie, enfin tu vois ce que je veux dire. Si c'est... Bah, ce sont les équipes qui le font, ça. Ouais, ce sont les équipes, mais là tu pourrais aussi avoir une implication des constructeurs. Je pense que le réseau des constructeurs Porsche du sud de la France, il serait très heureux d'avoir plusieurs Porsche qui sont... Enfin, en fait, tu vois, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est le côté connecté avec le produit, quoi. Je comprends, effectivement. Bah, on fera un débat là-dessus quand on aura un petit peu plus de billes et qu'on aura quelques annonces aussi. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Tu as parlé de Ferrari. Pour faire la transition vers le LMGT3, il fallait qu'on en parle, évidemment. Max Verstappen s'est imposé sur Ferrari, mesdames et messieurs, avant Lewis Hamilton. Ouais. Donc non, c'est pas vrai, parce que Lewis Hamilton a quand même gagné une course sprint en Chine. Mais Max Verstappen a gagné au NURB en NLS, donc justement, et c'était un sacré phénomène et une sacrée démonstration avec Chris Lelam. Ils se sont imposés justement avec une Ferrari 296 et surtout le relais de Max Verstappen, c'était juste incroyable. Il a mis 1 minute à tout le monde en l'espace de 15 tours, je crois, du NURB. En 2 heures, ouais. Ça a été vraiment très très rondement mené. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette performance qui a été vraiment suivie? Ça a été les meilleures audiences de la NLS depuis de nombreuses années. Tu m'étonnes, la chaîne YouTube, ils ont pas dû comprendre. Bah, ouais, évidemment, c'est bien, ça attire la lumière. Après, bon, ce que je retiens, pardon, la performance, c'est que oui, première course qu'il fait à ce niveau-là, il la gagne. Donc bon, bah, tu peux pas faire mieux. Après, c'est pas les... Il a fait monter aussi un pilote sim racer avec lui, hein, exactement. Sim racer Chris Lelam. Après, bon, c'est pas les 24 heures du Nürburgring non plus. Ça dure pas 24 heures. Et il y avait 11 GT3, je crois, engagés, enfin des SP9, machin là. Donc bon, on verra aux 24 heures du Nürburgring l'année prochaine. En tout cas, il veut s'engager. Hein. Il a passé son permis. Je pense qu'il va vouloir rouler. Mais là, il y aura des clients. C'est ça le truc. Maintenant, c'était des conditions un petit peu gras humides. C'est ce qu'il adore. Et il a vraiment fait la différence. Et la deuxième place, il faut quand même le préciser. C'est aussi pour un pilote que l'on apprécie, ou en tout cas qui faisait son retour sur le NURB 10 ans après son accident, Yann Mardenborough. Ok. Deuxième place, donc tu vois, pas mal aussi. On parlait des sim racers avec Chris Lelam. Yann Mardenborough, lui, vient du programme GT Academy et a terminé deuxième. Voilà. Mais en tout cas, ouais, non, je suis fan de voir Max Verstappen faire. Enfin, je suis fan. Non, je suis pas fan de Max Verstappen, mais je suis très content de le voir faire ça. Et non, mais c'est une bonne chose. Ça peut que attirer un peu la lumière sur, enfin, beaucoup même la lumière sur, en l'occurrence là, la NLS. Mais à terme, je pense un peu. Oui, plus. Alors après. Ouais, à terme, c'est plutôt sur les 24 du NURB. Mais en tout cas, il a gagné à Bakou en Formule 1 et la semaine suivante, il gagne en GT sur Ferrari au NURB. C'était pas arrivé, ça je l'ai déjà sorti cette anecdote et cette stat, mais on est là entre passionnés. Depuis 1972, à ma connaissance, en tout cas, c'était pas arrivé qu'un pilote de Formule 1 gagne une semaine sur l'autre 2 disciplines différentes, parce que Nico Hülkenberg, non, n'a jamais gagné en Formule 1 la semaine précédente, les 24 heures du Mans. Mais donc Jackie X avait gagné, lui, c'était en sport proto, et la semaine suivante avait gagné en Formule 1. Ouais. Exactement. Mais non, mais ouais, c'est carrément, franchement, c'est une excellente chose. Hein. Moi, ça. Donc voilà. Donc Ferrari qui s'est imposé au NURB grâce à Verstappen. Par contre, à Fuji, la victoire d'un rien, encore une fois, c'est pas possible. Ça aurait pu être la 8e victoire de Ferrari à Fuji. Elle passe la ligne en premier. Elle passe la ligne en premier. Ben oui, mais comme à Austin, quelques instants plus tard, pénalité oblige, il termine deuxième. Quelle déception pour François Heriot, pour Simon Mann et Alessio Rovera qui avaient fait vraiment le travail. Et c'est une pénalité pour finalement un arrêt au stand mal négocié. Encore, je dirais qu'il y a eu beaucoup de pénalités pour une exécution au stand mal réalisée. Et Ferrari ont fait les frais. Là, à Austin, c'était un contact entre David Erigon et la Ford. Oui, c'est vrai, mais cette fois-ci, on va dire que c'est quand même pas du tout dans les mains des pilotes et ça doit être tellement frustrant de se retrouver deuxième alors que tu as quand même fait une course où tu sais qu'à Fuji, la Ferrari, généralement, elle est là, quoi. Exact. Ouais, donc victoire TF Sport avec la deuxième voiture, parce que la 33 avait déjà gagné, donc là ça fait 2 victoires avec 2 voitures différentes, c'est pas mal aussi pour l'équipe, je trouve. Exactement, puis Rui Andrade, c'est la 5e victoire en WEC pour lui, première en LMGT3, c'est le 26e pilote à gagner à la fois en proto et en GT. J'adore. C'est sympa ça aussi, parce qu'il avait gagné à Fuji en LMP2 à l'époque. J'adore ces stats, c'est bien ça.
T'as vu, c'est pas mal, hein. Ah bah j'essaye de t'en sortir des stats, hein. C'est la 10e victoire en WEC pour Corvette, qui a gagné dans les 3 catégories GT, donc GT 3, Pro et âme. LMGTE AM, LMGTE Pro, Mhm. effectivement. C'était déjà le cas en début de saison, mais en tout cas, plusieurs victoires dans 3 catégories différentes de GT, Ok. puisque tu l'as dit, la 33 avait déjà gagné au Qatar en début de saison. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Eh ben, Rui Andrade, c'est bah, encore une fois évidemment, lui a été champion en étant un pilote sur le continent africain, champion du monde. Et là, bah, c'est un premier pilote du continent africain qui gagne 2 catégories différentes. Voilà. T'en as d'autres? Non, après tu pars sur les dates de naissance ou sur le signe astrologique ou. C'est la première C'est fois qu'un jour astrologique, ouais, impair, exactement. il y a un pilote. Ok. Non, Ah oui, ça je vais peut-être le non, faire. non, 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 Pourquoi non, pas? non. Ah non, non, on fait pas ça. Bon, d'accord. Si, je vais quand même te dire que Tom Van Poy est le 5e pilote belge à gagner en GT après Dries Vanthoor, Lorenz Vanthoor, Maxime Martin et Sarah Bovy. Ça fait plaisir. Ok, ok. Non, ça Si, fait si, pas si, plaisir? si, D'accord. c'est Bon, en bien, tout si, cas, si, carrément. beau travail de l'équipe TF Sport quand même qui récolte les lauriers. Fallait être deuxième quand même en embuscade à moins de 5 secondes. Et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient à 2 secondes, je crois, de la Ferrari. Donc voilà, c'est encore une fois, oui, bien sûr sur tapis vert que ça se Mhm. joue. Mais ils sont quand même allés la chercher. Je dirais qu'en LMGT3, il y a eu quand même pas mal de bagarres aussi. On l'a peut-être moins Ouais. suivi cette Non, je l'ai catégorie. pas suivi, Mais moi. c'était quand même pas mal du tout. Aston Martin qui faisait la pole avec Doudou Barrichello, un deuxième pole après Interlagos. C'est la première fois de la saison d'ailleurs qu'en LMGT3, une même voiture fait 2 pole positions. Mais en course, ça s'est moins bien passé. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi il se retrouvait Bah, le si loin. premier Tu vois, quand relais, Valentin Asclot prend le ouais, le relais, premier relais a vraiment été une catastrophe. il est loin. Enfin, les McLaren ont rapidement pris le commandement et ça s'est effondré. Enfin, moi, je trouve que c'était vraiment pas top. Hein. Ben, j'ai pas compris. Et pourtant, l'Aston du Heart of Racing Team était pas si mal du tout. La 27, alors avant d'être touché par la Valkyrie, hein, Zach Robichon. Mais il termine 7ème alors que l'équipe Racing Spirit of Léman, alors à moins que je sois tombé à côté, enfin passé à côté d'une info, mais termine dernier classé. Bah, pour moi, C'est McIntosh fait pas un incompréhensible. taf de ouf. Je sais qu'il est très encensé et qu'on en dit du bien et qu'on le voit même bientôt rendu chez WRT, mais j'ai pas Ouais. l'impression qu'il a fait un début de course solide après. Peut-être que je me trompe. Il y a eu un drive-through, cela dit, hein, pour la voiture numéro 10 aussi, Mhm. qui a été converti après la course en 53 secondes d'ajouter, donc c'est peut-être ce qui explique cette dernière place, mais de toute façon, ils étaient quoi en lutte pour la 13-14e place, quoi. Ouais. À un moment donné, je crois que c'était face aux Iron Dames qu'il y avait une possibilité de se battre. Mais c'était loin, voilà. J'étais un petit peu déçu. Les BM, par contre, étaient Ah ouais, dans le match, 3-4. ça aurait pu Mhm. gagner. À un moment donné, ouais, 3 et 4, bon, c'est pas mal. Et puis la première balle de match bah, était manquée. Voilà, c'est sorti du cours, mesdames et messieurs, euh, pour la Porsche numéro 92. Exact. Ils auraient pu, bah oui, ils auraient pu gagner le titre pour cette 100e course du WEC. Et bah, malheureusement pour eux, c'était bien, mais voilà, sans plus. Beau dernier relais quand même de Richard Leeds, beau relais de Ricardo Pera aussi. Il termine 5e et donc il marque de bons points. Mais je dois dire qu'ils ont été quand même dans leur malheur assez chanceux que la Ferrari 21 ne gagne pas, parce que si tu regardes au classement général, la Ferrari aurait pu revenir à seulement 4 points de la 92, et là ils sont à 11 unités avant Bahreïn où on sait qu'il y aura 38 points en jeu pour le vainqueur. Donc finalement rien n'est joué en LMGT3 hein, pour le classement. Monte First Form est en première position, Vista F Corset deuxième, et on a encore l'équipe TF Sport avec la 81 qui peut être titrée parce qu'ils sont à 24 points de la Porsche numéro 92. Ok. Bah écoute, voilà. Donc voilà. Bon, je pense que Porsche sera au rendez-vous en LMGT3 hein, de toute façon. Et puis en hypercar, je voulais aussi faire un petit point classement puisqu'on arrive à la fin quasiment de notre Mhm. épisode. Et ben la Ferrari numéro 51 toujours en tête en n'ayant pas marqué de points Mhm. certes à Fuji avec 115 points. Les 2 petits points de la Ferrari 83 vont être intéressants. 102 unités pour eux, pour Hanson, Kubica et Ye, qui n'ont pas fait une course vraiment formidable non plus du fait, on l'a dit, d'une vitesse de pointe un petit peu moindre pour les Ferrari. Et puis la 3e place pour la Porsche numéro 6 avec 94 points. Donc franchement, rien n'est fait, tout est encore possible. Ça va être dur pour la Porsche, mais s'ils font de l'exécution comme ils ont l'habitude de faire et que Ferrari n'a pas forcément encore les cartes en main pour se battre, étant donné leur début de saison encore une fois, ça pourrait redistribuer les cartes et on n'est pas à l'abri d'avoir un titre français avec Kevin Estre et avec le Belge Lorenz Bah Vanthoor, écoute, hein, pourquoi pas. ça serait pas mal. Moi, comme il se succéderait au classement, et ouais, ça serait pas mal, j'aimerais bien. Moi. Mais après, je vais Voilà, être taxé d'anti-Ferrari, on vote donc oui. voilà. Non.
Ah mince. Ferrari qui quand même a une bonne carte en main enfin deux bonnes cartes en main pour gagner le titre constructeur. Mais Hmm. bon, il fallait qu'ils repartent avec 66 points d'avance. Ils sont loin du compte, hein. Ils repartent avec 40 points, même pas 39 d'avance sur Porsche. Donc tout est encore possible. Cadillac peut encore gagner le titre aussi, mais ça partira de plus loin. Donc on sait jamais. Voilà, faudrait que les Ferrari marquent 0 points et que les Cadillac fassent le doublé. Est-ce que... Pas, ouais, exactement. pas Est-ce qu'on compliqué. peut transitionner, puisque Oui, là, transitionnons. je donne le bâton pour me faire battre, mais je fais exprès, vous avez compris maintenant, c'est un peu le jeu, c'est le personnage. Oui. Ah, mais t'es anti-Ferrari, machin, bon. J'ai une petite... Alors, avant qu'on fasse la top question et puis c'est Oui, quoi ton c'est quoi ton actu? actu? Ah Juste, mince. non, mais ouais, bah, c'est pas une nouvelle rubrique, mais c'est juste comme ça, je me fais plaisir. C'est notre podcast, donc je fais ce que je veux. Je voulais juste Voilà. glisser un petit mot sur, il y a un bouquin qui est déjà écrit en fait, hein, qui a déjà été réalisé par Yann Alexandre Damasiewicz. Alors, il me doit rien, c'est juste moi qui ai trouvé ça et je trouve ça génial. En fait, c'est un bouquin qui est dédié à la Ferrari 250 GTO, voiture mythique s'il en est. Oh, Et en gros, il sort ce qu'on appelle un spotting guide, très anglais dans l'approche, c'est-à-dire qu'il a listé l'histoire de l'ensemble des châssis des 250 GTO, ce qu'elles ont fait en ah ouais. période, c'est quoi leur spécificité, tous les résultats, etc., châssis par châssis, donc c'est quand même un travail de dingue. Il m'a dit qu'il a passé 5 à 6 ans de recherche et d'écriture sur ça. Il y a même des pages où tu peux, toi, compléter, c'est-à-dire que quand tu les croises, en vrai, je sais qu'il y a des gens qui adorent faire ça, c'est pas mon délire, mais je peux C'est comprendre. énorme. Quand tu les croises pas à Chantilly, à Élégance, ou si tu vas à Goodwood, et que tu vois le châssis, bah tu peux noter, elle était à Goodwood, avec tel pilote, machin, enfin. C'est vraiment le côté spotting guide, tu vois ce que je veux dire, carnet de notes. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'en fait, il y a un financement participatif, donc c'est sur Kickstarter. Il a un objectif de 9000 € à réunir pour pouvoir lancer l'impression et Ok. pour livrer les premiers bouquins. Il est déjà Et à... comme tu veux ton bouquin, t'as envie que ça Et voilà, finisse ouais, justement sur une moi j'ai bonne note. participé, hein. Il m'offre rien du tout, hein. Moi j'ai participé au financement, j'ai acheté mon exemplaire, et donc voilà, je me dis s'il y a des gens que ça intéresse, je crois que c'est de mémoire c'est 39 € le livre, et t'as 9 € de frais de port malheureusement qui s'ajoutent, donc en gros il y a un budget à 50 balles, vous pouvez en prendre un, deux, Ouais. trois. Les 150 premiers, je crois, ont un truc genre numéroté, dédicacé, enfin bref, c'est un petit détail, mais Ouais, c'est trop voilà. tard. Parle-en pas. C'est trop tard puisqu'on n'est pas dans les 150 premiers. C'est fini Si, monsieur. si, il y a encore de la place. Mais tu vois, enfin, Ah bon? je trouve que c'est un projet qui est assez sympa. Donc, je vous mettrai le lien en description sur la vidéo YouTube, sur Spotify. Ok. Je pense que c'est pas cliquable, rien. Sinon, vous tapez Ferrari 250 GTO Spotting Guide ou Ferrari 250 GTO Kickstarter. Mais bref, sinon, vous allez sur la vidéo YouTube de ce que vous êtes en train d'écouter. Là, on est sur YouTube, hein. Ouais. Et je mettrai le lien. Et voilà, j'ai aucun intérêt là-dedans. C'est pas, je prends pas une commission. C'est juste que je trouve ça génial parce que ça serait potentiellement le premier d'une série. En fait, après, ce qu'il veut faire, c'est le décliner Pas sur mal. d'autres voitures mythiques et donc faire une espèce de petite collection comme ça, tu vois, un peu. Moi, j'adore les collections, je sais pas, des livres marabouts, des trucs comme ça. Et je me dis que là, on est à l'aube d'un truc qui pourrait être sympa, petit bouquin vraiment de passionné, quoi. Donc voilà, Ok. le Bah Spotting écoute, Guide. on a fini la rubrique. C'est quoi l'actu de tes potes? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas un pote, hein, mais je trouvais ça génial. Donc voilà, ça peut le devenir, ça peut le devenir. Ça peut le devenir, en effet. Bon, et toi, ton actu alors? Mais non, mais c'était intéressant. Je rigole, mais c'était intéressant de pouvoir avoir cette vision-là aussi. Et je sais que tu es très fan des produits, j'allais dire. Exactement, Et là, c'est on, ça. on s'éloigne un tout petit peu de la course. Mais Bah, voilà, c'est vrai que ça reste à peine, hein, des. parce que les Bon, 250 hein, GTO ont quand même un palmarès en course qui est oui, incroyable, hein, ça a tout poutré dans les années c'est 60, vrai. donc voilà. Alors attends, tu veux faire la top question ou l'actu d'abord? Ah non, L'actu. l'actu, c'est quoi ton Eh actu? bah, mon actu Estoril, ce week-end. Ah oui, c'est vrai. Estoril Classics, donc dernier rendez-vous de la saison Historic Racing by Peter Otto. Ça sera la dernière course avec ce nom-là, Ouais. puisqu'après, ça s'appellera Le Mans Classic Series à partir de 2026. Waouh, Ouais, ça ça se claque, en hein. jette. Et donc voilà, rendez-vous avec plateau un peu différent. Il y a pas les plus modernes. Il y a pas le groupe C, il y a pas l'Endurance Racing Legends. Donc là, on est vraiment sur les plateaux core Peter Otto, tu vois. Ceux qui Ouais. connaissent voient bien le HTC, le Classic Touring Challenge, le 60s, etc. Donc voiture années 60 à 80 max, on va dire. Et plus un plateau de Trop Formule bien. 1 qui est apporté par Ah, l'organisateur là-bas. Donc voilà, ça va être sympa. C'est à suivre sur YouTube en direct et gratuitement à partir de samedi. Prise d'antenne, je sais plus, je crois que c'est 11. J'ai pas encore trop préparé, mais je crois que c'est 11h. On fait un truc genre 11h, 14h et 16h, 19h. Et le dimanche, c'est journée continue, 9h, 19h. Donc voilà, venez nous voir si vous aimez bien la compétition historique. Estoril, c'est un circuit qu'on a peu l'occasion de voir, hein, finalement, qui est dans peu de calendrier.
Et alors que pourtant, le tracé est vraiment très sympa. Donc voilà, mon actu, c'est ça. Ah, c'est un super circuit. Ouais. Et super pays. Super pays. Et puis super endroit aussi là-bas. Enfin, c'est vraiment il fait bon vivre là-bas. Enfin, en tout cas, bon y aller en vacances ou profiter. Donc voilà. Donc Estoril classique ce week-end. Voilà. Et ben moi, ça sera à Dijon classique. C'est bien, Dijon ça. Motors Cup. On est dans le classique. Eh ben oui. Si vous voulez venir à Dijon, parce que moi, pour le coup, je serai pas sur YouTube. Donc vous allez vous brancher sur YouTube pour écouter Geoffroy. Et vous venez à Dijon pour voir de belles courses aussi avec la Lotus Cup Europe, avec les 300 km de Dijon, avec des F2 classiques, des F3 classiques. Il y aura des F1 également qui vont être en démonstration. On adore ça. Enfin, franchement, c'est fantastique et je trouve ça toujours un bon moment, voilà, je dirais. Donc c'est à Dijon que ça se passe dès le vendredi et c'est un beau week-end en perspective qu'on va vivre. René Arnoux sera là aussi pour faire des petites démonstrations. Dijon et René Arnoux, on va dire que c'est quand même, allez, souvent lié quand même. Hein. Ouais, il y a un lien effectivement. Il y a un petit lien, Donc voilà. Et puis les podcasts trajectoires, je ne reste pas inactif, mais pour l'instant, je reste dans les starting blocks. Mais ça va arriver, mesdames et messieurs. Soyez patients, ça va arriver. Voilà. Tout comme l'émission Motorhome qui était dédiée à Peugeot, elle est sortie et paf, ils font 2 podiums par la suite. Voilà. Je me dis que Maxime Martin là pour Bahreïn, prépare-toi, Maxime. Elle est pour toi celle-là. Allez, elle est pour toi. Faut que je la sorte avant la finale aussi de GT World Challenge. Ah ouais, ça serait bien aussi. Ça pourrait permettre à l'équipe Boutsen VDS de bien performer avec la Mercedes. WS, bien sûr. Et oui, voilà. Parce que le problème, c'est que Mercedes, ça n'a pas encore fonctionné en WEC. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de Ford ni de McLaren. Bref, voilà. Donc, si on n'en a pas parlé, c'est que c'est mauvais signe. Hein, vous le savez. Ouais, c'est ça. On peut pas tout couvrir. J'ai vu un commentaire qui disait il y a des sujets qui sont pas traités. Bah écoutez, on se donne entre 1h et 1h30 chaque semaine déjà. C'est ça. C'est pas mal hein, déjà de s'octroyer ce temps-là, mais le jour où évidemment vous serez des millions à nous écouter, on fera 3 heures par semaine. On peut même passer en quotidienne, ça me dérange pas du tout. Oh quotidienne effectivement, mais c'est quoi? C'est dans 2 mois qu'on passe à 2 millions d'écoutes. Ouais, écoute, je sais pas, on verra. C'est la traite. Déjà en tout cas, déjà les retours sont très bons et les audiences très bonnes donc. Oui. Voilà. Et merci d'ailleurs, merci pour les commentaires. Je le dis à chaque fois, mais vraiment c'est sincère. Commentaires, les petites étoiles sur les plateformes de podcast, les pouces, les boosts aussi, d'après ce que je comprends. C'est aussi intéressant sur YouTube pour cette raison-là. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à répondre aussi aux top questions comme vous le faites parce que on a des spécialistes et on essaye d'être à la fois dans des questions qui sont quand même abordables, mais où il faut chercher un petit peu se donner. Et d'ailleurs, la top question de la semaine dernière, alors je sais pas si je l'ai bien posée ou pas bien posée, parce qu'on a eu plein de réponses. Mais et merci à vous c'est aussi. intéressant les propositions qu'on a eues. C'était exactement super intéressant. Donc la question c'était la Toyota numéro 8 a donc fait quelque chose d'assez remarquable dans les éditions récentes du WEC, donc entre 2012 et 2021-22 quoi. Et on aurait voulu savoir ce que c'était et sur quel circuit. Voilà. En gros, c'était ça la question. Donc j'avais quand même orienté vers un moment et un circuit. C'était pas une saison, c'était pas. Mais il y a eu des réponses quand même intéressantes. Je vais les citer, Vas-y. mais ce ne sont pas les bonnes réponses pour l'instant. Pierre, par exemple, Pierre G9684, qui lui dit que c'est la Toyota numéro 8 qui a fait un exploit de gagner Le Mans sur une seule saison entre guillemets 2 fois. Ah oui, c'est vrai qu'en 2018, 19 et 19-20, puisque les saisons étaient à cheval, la Super Season a été remportée, enfin Le Mans a été remporté 2 fois par la même voiture. C'est vrai que c'est remarquable et c'est vrai que la Toyota numéro 8 l'a fait, donc bravo Pierre d'avoir sorti cette stat. Fabien qui lui nous disait que la Toyota numéro 8 c'est peut-être le numéro de voiture avec la même marque qui est arrivé le plus de fois à la fin des courses. Pourquoi pas? Je suis pas allé vérifier, j'avoue, mais c'est intéressant comme piste. Cédric Templet qui a fait plusieurs réponses, dont la bonne, mais celle-là c'est pas la bonne. La 8 est la seule voiture à avoir gagné 3 fois de suite les 24 heures du Mans. Je crois pas que ce soit la seule, mais peut-être. Même modèle, même numéro, si je pense que dans l'histoire ça doit être le cas. Ah oui, si. Ouais, même modèle, même numéro, c'est vrai, parce qu'il y avait la Porsche Newman à l'époque, ou Perlan Impérial. Parce que franchement, tu vois, c'est moi qui fais une imitation de Henri Pescarolo. Mais pour lui, c'était Pierlan Impérial et pas Newman. Ouais, c'est vrai, elle est énorme celle-ci. Tu l'as fait ouais, non, 3 fois mieux, de suite, effectivement, je pense que ça doit être la seule fois.
La seule, ouais, je pense, parce qu'il y avait la Hmm. 956 en 84-85, mais c'était le même châssis et pas les mêmes pilotes en revanche. Voilà, donc merci à vous pour ces propositions. Et les bonnes réponses sont donc au nombre de deux, avec Céline Louis, also known as Panos 81, et Cédric Templet donc. C'était Fuji 2019, la réponse que nous voulions. La Toyota numéro 8 a dominé toutes les séances d'essai, a fait la pole, a mené tous les tours, a fait le meilleur tour en course et a donc gagné la course. Ça, c'est quand même assez rare pour être souligné. C'est la Et ça a complète. Ouais. été, voilà, c'était la complète salade tomate oignon pour la Toyota Et c'est numéro la seule 8. fois que c'est arrivé dans l'histoire du WEC. C'est pour ça qu'on s'est permis de poser la question. Évidemment, c'était avec Buemi, Hartley et Nakajima. Et on avait donné une stat un petit peu similaire aussi lors de la journée test de l'épisode des 24 heures du Mans. Je crois que c'était aussi la Toyota 8, il me semble. Mais pour le coup, c'était vraiment aux essais. Il n'y avait Ouais, pas eu toute la en fait, ouais, semaine c'est ça, c'est de course, quoi. 2018 ou un truc comme ça, où ils ont fait meilleur temps de la journée test, mais alors après, pas forcément toutes les séances, mais genre juste meilleur temps de la journée test, meilleur temps, enfin, pole Ouais, position, meilleur tour oui. en course et victoire. Mais ils ont pas été Voilà. Mais ils forcément... n'avaient pas mené tous Voilà. les tours. Et ils n'avaient pas mené toutes les séances d'essai. Ils n'avaient pas fait vraiment ce que Ouais, a réalisé cette Toyota numéro 8 en exactement. 2019 à Fuji. Exactement. Voilà. Bah, Bon, et ben en 2025, ça n'a pas été donc le cas. là, c'est générique et on met une nouvelle question alors. Ah bah oui, générique, mesdames et messieurs. Allez, la top question. Je suis client. Alors, et donc, Voilà. nouvelle question. Non, mais je revois, j'ai des étoiles dans les yeux, mon cher. Voilà, tu vois, de réécouter ce petit jingle. Bon, bref, en tout cas, la question de la Vas-y. semaine, je sais plus comment on s'est dit On- qu'on allait la poser, mais on va la poser quand même. euh, Bon, ça a un lien avec la 100e course de l'histoire du WEC. On peut dire ça ou pas? je sais plus ce qu'on s'est dit. Attends. Ah Euh, bon, attends, vas-y, ça y est, j'ai noté quelque chose. Parce que oui, mesdames et messieurs, vous allez tout savoir. On se briefe avant et on oublie ce qu'on s'est dit. Euh, Il y a une oui, voiture dans l'histoire du oui, WEC qui a porté le numéro oui. 100. Et on voudrait savoir Et laquelle quand? et sur quelle Voilà. course. En fait, Voilà. Et on veut même, non, on veut tout savoir. On veut savoir le nom de l'équipe, on veut savoir le modèle de voiture, on veut savoir quelle course, on veut savoir les pilotes. Voilà, parce que et sinon c'est trop surtout, bon facile. alors c'est là où Donc, peut-être tu vas dire que j'en dis trop, mais en fait, ça n'est arrivé qu'une seule fois. ah non! Ah oui, Ouais. d'accord. Non, ça va. Il y C'est a bon. qu'une seule J'ai cru que fois dans t'allais me l'histoire donner du la WEC marque et tout une ça. voiture qui a porté le numéro 100. C'est pas arrivé d'autres courses, donc voilà. Ah, et on veut savoir la raison Ouais, aussi. voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a une raison. Voilà. Il y a une raison pour laquelle ce numéro 100 a été donné. Voilà. Bon, je sais pas si on en a trop dit ou pas assez. En tout cas, Bah, en commentez, tout cas, le commentaire est le truc que vous répondez. pouvez faire le mieux. Sachez que si vous voulez nous aider, parce que vous êtes nombreux à nous dire que vous attendez le Oui, podcast, que vous appréciez ce qu'on fait, merci beaucoup déjà. Et ce que vous pouvez faire de mieux pour nous supporter, mis à part envoyer, partager avec un copain que vous connaissez, ami, IE, quelqu'un qui aime bien l'endurance, c'est aussi de laisser un commentaire. En fait, l'algo de YouTube fonctionne comme ça. Et si vous laissez un petit commentaire ou sur Spotify ou sur YouTube, bah, ça nous fait remonter. Voilà. exactement. Et donc on vous remercie. On aura peut-être des partenariats, tu vois. On a évoqué la semaine dernière le fait de faire gagner des Mhm. cadeaux. Pourquoi pas? Ça peut être une évolution pour 2026, une top question où on aurait un top cadeau. Ça serait pas mal. Et je sais que Vincent nous a donné quelques petites idées justement en commentaire. Donc on les retient, Vincent Kirato. Merci beaucoup. Et c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, on espère que dans cet Endurance Club justement, on puisse faire encore grandir cette base de passionnés et voilà, je sais que si vous voulez faire partie du club justement de l'Endurance Club, ben voilà, vous savez où nous retrouver, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de podcast, sur Endurance Mag aussi. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, on a été complet, on a essayé de tenir les délais, on a fait un tout petit peu de track limit là. On est parti un petit peu loin, on a fait du temps de plus. On a rajouté du temps à notre épisode, Geoffroy. Ouais, il y avait un peu de prolongation, mais bon, écoute, ça méritait pour Oui, la il y en centième, a un ça petit peu, je méritait. vous en mets Ça encore. méritait. Ah, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que pour cette centième et pour la victoire, évidemment, Alpine, pour un doublé français, je crois quand même il fallait être au rendez-vous. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais sur le podium, on a retrouvé en hypercar une majorité de pilotes français et ça faisait vraiment plaisir parce que on avait donc l'équipage vainqueur avec deux Français, l'équipage qui termine troisième avec la Porsche, un Français avec Kevin Estre, et puis sur l'équipage de la Peugeot numéro 93, on retrouvait également Jean-Éric Verne. Donc tu vois, quatre Français sur le podium, pas mal. On aurait pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Eh bah écoute, voilà, j'ai plus rien d'autre à ajouter. Ça y est, je suis Tu n'as plus non. rien à ajouter? On a été complet. Eh ben bon week-end à Estoril, mon cher Geoffroy.
Ouais, bah oui, carrément. Voilà. Et puis moi, je vais Du essayer de côté de goûter un Dijon. petit peu de moutarde Ouais, à c'est ça. Dijon et Profite de aussi. passer voilà, du temps avec des démonstrations de Formule 1, etc., plus ou moins récentes, des voitures d'endurance, enfin voilà, bref, un beau week-end en perspective. On espère avoir peut-être un vainqueur à Fuji au général en hypercar qui sera là le dimanche. Je vous laisse deviner qui est de talent et qui est originaire de Dijon et qui s'appellerait Charles. Mais en tout cas, on l'espère, on espère l'avoir sur la journée de dimanche. Rien n'est moins sûr parce qu'il doit être jet-lagué et puis en plus il doit aller, je crois, au Mans, etc. Enfin, il fait pas mal de choses en ce moment. Mais voilà, je croise les doigts. Ça serait top. Merci Eh Geoffroy ben, en tout merci cas. Anthony, et puis on se retrouve semaine pro. Et ben voilà, semaine prochaine pour parler cette fois-ci. Je sais plus, je me suis mis un petit rappel aussi parce que on prépare quand même des choses, hein, mine de rien, sur ce podcast. On n'a pas l'impression, hein, mais on on prépare des choses. Je pense qu'on reviendra peut-être sur l'épreuve de Petit Le Mans la semaine prochaine et on fera une petite Ouais, preview. exactement. Voilà, petite preview pour Petit Le Mans. Pas Bah, mal. non, grande preview, je suis sûr qu'on aura plein de choses à dire. Ah. Bon allez, grande preview pour Petit Le Mans, c'est pas mal du tout, ça sera la finale de l'IMSA et on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé entre-temps en IMSA aussi parce que depuis Watkins Glen, il y en a eu des courses et on aura le loisir d'en parler. Merci beaucoup à toutes et tous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Vous savez donc comment faire partie du club, de cet Endurance Club, c'est tout simple, vous commentez, vous partagez. Vous likez, vous boostez et vous mettez des étoiles. Bref, vous faites tout plein de choses. Et puis surtout, bah, vous aimez l'endurance et on partage cette passion tous ensemble. C'est ça le principal. À la semaine prochaine, Geoffroy.